Bonjour et bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, je reçois un kinésiologue qui a littéralement bâti sa marque à travers l'entraînement, la nutrition et le bien-être, en passant par les réseaux sociaux, YouTube, des podcasts et maintenant par la gestion d'un centre de conditionnement physique. Félix, bienvenue à Sous Tension. Merci de l'invitation. Merci d'être venu. Nous, on se connaît déjà. On a déjà eu des partenariats ensemble dans le passé. On a fait des capsules pour ton magazine web avec FD Fitness. Donc, on se connaît bien, mais il y a des facettes que je connais peut-être un peu moins de ton histoire, fait que je veux connaître. Et si la première étape, ce serait peut-être de recommencer dès le départ, au début. Donc, oui, tu as fait ton parcours en kinésiologie comme je l'ai fait, mais avant de choisir la kinésiologie, est-ce que... probablement que tu t'entraînais déjà. C'est comment que la kinésiologie est venue à tes oreilles pour dire « je choisis ce métier pour en faire le mien ». Ouais, ben en fait, au départ, j'avais pas prévu m'en aller là-dedans. Tu sais, j'étais un jeune garçon plus ou moins sportif. Je jouais un peu au hockey, mais pas tant que ça. Puis moi, mon objectif, dans le fond, c'est d'aller écrire des scénarios de films. C'est ça que je voulais faire. Fait que moi, mon prix universitaire au cégep, je l'ai fait en études cinématographiques. Je l'ai fait en profil arts et lettres, communication et tout ça. Puis, à travers mon cégep, j'étais comme, il me faut une job, il faut que je travaille, il faut que je paye mes trucs. Puis j'habitais en face d'un gym. Fait que j'étais allé porter mon CV, j'avais 17 ans, 16 ans, dans un énergie cardio pour pas le nommer. Puis il m'avait embauché, mais j'avais aucune compétence. Fait que là, au début, je pliais des serviettes, je faisais de la réception. Puis à travers mon prix universitaire, j'étais comme, je me rendais compte à quel point que j'aimais l'entraînement. J'avais commencé la musculation, puis j'avais un entraîneur-chef, l'espèce de boss des entraîneurs dans ce temps-là. Il s'appelait Pasquale, puis c'était un gros culturiste italien, là, tu sais, puis il parlait d'entraînement avec tellement de passion dans ses yeux, puis là, j'étais comme, je trouvais ça intéressant, puis j'étais un jeune garçon quand même assez influençable, puis quand je le regardais aller, on dirait qu'il me transigeait un peu cette passion-là, fait que là, il m'avait dit, Fallait, je vais te faire un programme d'entraînement, puis là, il m'avait fait un programme, puis j'avais commencé à m'entraîner, puis là, et je me rappelle encore, là, je faisais du bench press sur une Smith machine, puis là, j'avais eu des vergetures, puis je savais pas c'était quoi, tu sais, puis tu sais, encore là, je viens pas d'un domaine de sport, là, j'étais comme, j'ai des lignes rouges, c'est pas beau. Puis il était non, ça c'est bon, ça veut dire que ça marche. En tout cas, c'était vraiment drôle. Fait que, tu sais, j'ai fini mon pré-universitaire. Puis j'ai commencé en études cinématographiques à l'Université de Montréal. J'ai fait un peu moins d'un an. Puis j'étais comme, on dirait que ça me rejoignait moins. Puis pendant ce temps-là, je travaillais encore au gym. Puis là, j'avais commencé à faire de l'entraînement privé parce qu'on m'en avait formé à l'interne. Puis là, j'avais une connexion avec les gens. Puis je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, j'étais comme, là, je voyais des gens changer. Je m'étais fait faire. Puis dans ce temps-là, c'était 10 minutes de cardio d'échauffement, je pense que c'était 40 minutes de musculation, tu finissais avec le 20 minutes de tapis, 3 fois semaine, mardi, jeudi, samedi ou lundi, mercredi, vendredi. Fait que moi, je faisais les mardis, jeudi, samedi. Puis là, j'avais commencé à développer des relations humaines avec les gens, puis des gens des fois beaucoup plus vieux que moi, tout ça. Puis là, j'étais comme tabarouette. Avec le peu de connaissances que j'ai, je voyais des résultats chez les gens. Puis là, je voyais, ils se tenaient différemment, leur énergie n'était pas la même, leur confiance en eux, ce qu'ils me racontaient. Puis j'étais là, aïe, l'impact positif que ça peut avoir sur des individus, c'est énorme, c'est incroyable. Puis moi, j'étais dans mes premiers gains de jeunes garçons qui s'entraînent. J'avais plein de résultats. Fait que j'étais comme, mon Dieu, que c'est inspirant. Fait que là, j'ai fait, tu sais quoi, je vais faire une année sabbatique. Je n'avais que travaillé au gym. Puis dans ce temps-là, j'avais Larry Vinette comme coach. Puis là, il m'apprenait des choses. Puis là, j'en mangeais. Fait que j'ai pris un an sabbatique. Puis après, je me suis inscrit à l'UQAM en kin sur expérience pertinente par la suite. Wow! J'ignorais ton parcours plus cinématographique. Est-ce que c'est quelque chose, des fois, que peut-être en hobby maintenant que tu fais? Oui, exact. Cet aspect-là que tu viens rechercher. Oui, les gens le savent. Caméra ou... Oui, les gens ne le savent pas, mais pour vrai, je suis passionné par le travail, mais tu sais, quand c'est notre domaine, quand c'est notre travail puis une passion en même temps, on dirait que des fois, c'est comme, tu as besoin d'avoir comme d'autres passion. En tout cas, j'ai besoin de ça. Puis, tu sais, là, j'ai pas vu, je pense que j'ai manqué aucun film depuis les années 70-80. J'écoute tout. Je vais écouter 3 à 5 films par semaine. Je lis des scénarios. Je commande des scénarios de films. Tous les scénarios de la maison de production A24, je les ai tous chez moi. Je les lis. Fait que je suis encore à fond les ballons là-dedans, là, tu sais. Est-ce que c'est un peu parce que quand tu as commencé l'entreprise FD Fitness, je sais pas, c'est quand c'est dès ta sortie universitaire que tu as créé l'entreprise? C'était, en fait, quand je suis vers la fin de l'université, je faisais des stages, puis je travaillais dans un gym qui s'appelait le Mansfield à Brossard, puis j'ai travaillé là pendant comme 8 ans. Puis à un certain moment de mon processus dans la vingtaine, j'étais comme entraîneur. Après, je suis devenu comme directeur des entraîneurs. Puis là, j'étais comme, je veux faire quelque chose de plus. Puis là, j'ai fait ça vraiment longtemps. Puis
veux pas, j'avais comme un objectif de performance financière aussi. Puis là, je montais mes prix. Puis là, à un moment donné, je me rendais compte que j'entraînais des gens où est-ce que, tu sais, c'était pas le même type de clientèle. Tu sais, moi, j'aimais aider monsieur, madame, tout le monde à se mettre en forme. Puis là, j'étais rendu avec des gens, j'étais comme, tiens, ma Rolex pendant que je fais mon set, là, tu sais. Fait que c'était comme pas la même dynamique. Puis là, j'étais comme, hey, j'aimerais ça revenir à aider les gens à la base, pouvoir moi-même choisir ma clientèle, mais, tu sais, faire un peu plus de sous, tu sais. Puis là, c'est là que l'idée d'FD Fitness m'est venue parce que je proposais plein d'idées à mon patron dans le temps. J'étais comme, hey, on devrait faire des plus. Je te ramène en 2012, là. Fait que j'étais comme, hey, on pourrait faire des capsules. J'écoutais Steve Cook aux États-Unis, qui était comme un des premiers qui faisait du contenu YouTube. Puis là, je montrais une vidéo, je disais, je préfère ça. Puis j'avais payé des vidéographes pour me suivre. Puis là, j'étais comme, je suis au gym Le Mansfield, c'est le plus beau gym sur la rive sud. Puis c'était pas très bon, mais dans le temps, c'était innovateur. Puis là, je faisais mes trucs. Puis je me rappelle, je donnais mes vidéos aux patrons un peu des plateformes sociales. Puis je disais, puis dans le temps, c'était Facebook uniquement. Puis j'étais comme, regarde, vous pouvez mettre ça sur vos pages. J'étais comme, oui, mais non. Fait que là, j'ai comme dit, OK, dans la vie, tu peux jamais vouloir plus que ton patron. Fait que là, j'ai dit, OK, il faut que je parte mes affaires. C'est de même, ça a été ça le déclic, en vrai. C'est quand tu as commencé à pousser pour mettre des choses de l'avant, et là, tu as vu, là, la fermeture. La fermeture, là, tu t'es dit, là, il faut que ça parte. Exact. Donc, 2012? Oui, autour de 2012. Okay. J'ai fondé FD autour de 2014 environ, où est-ce que je pense que je me suis incorporé. Puis, tu sais, à travers ça, je me rappelle, j'étais au centre, puis là, je poussais pour progresser. Puis là, il m'avait dit, on a fait une entente avec les Steve Nash Gym à Vancouver. On aimerait ça t'envoyer là-bas. Là, j'avais les yeux, là, j'étais comme, mon Dieu, là, je voyais mon futur. Puis là, finalement, toutes les portes se sont fermées comme bing, 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 bing. Je me rappelle encore. C'est drôle, Kevin, mais j'avais même été porter mon CV. J'étais un peu perdu dans ce temps-là. J'avais porté mon CV pour être représentant pharmaceutique sur la route, tellement que j'étais comme, je savais plus quoi faire. Parce que j'étais comme. Tu savais pas souvent en vivre réellement. Non, exactement. J'aimais ce que je faisais. Je trouvais ça le fun, mais il me manquait un petit quelque chose, tu sais. Fait que, puis là, évidemment, tu sais, j'avais zéro expérience. J'ai étudié en kin, j'ai fait de l'entraînement, mais fait que là, les portes se sont fermées. Puis là, je disais, hey, je vais ouvrir une business. Puis au début, ça s'appelait Félix Degg Fitness Consultant. C'était pas FD. Puis là, j'ai commencé avec ça. Puis bon, là, de fil en aiguille, j'ai changé le nom, puis voilà. Tu avais quand même une certaine fibre entrepreneur. Je ne sais pas si dans ta famille, il y en a aussi qui portaient d'exemple. Oui, bon point. Mon père, c'est entrepreneur. Il avait une business d'imprimerie. Fait que c'était un imprimeur à Montréal. Puis lui, il a vendu à un certain moment de sa vie. Fait que oui, il y avait ça. Fait que j'ai été élevé quand j'étais jeune. Je voyais mon père partir à des fois 5h30 le matin parce que là, le système d'alarme était parti. Fait que tu sais, j'ai vécu un peu là-dedans. Puis les plus belles conversations que j'ai eues, on n'était vraiment pas proches, moi et mon père, mais les seules vraies conversations qu'on a eues comme vraiment intéressantes, c'est qu'elle me parlait des enjeux d'employés. Ah, tel heure. Fait que ça me fascinait. J'étais jeune, j'allais avoir 12, 13, 14, 15 ans. Puis j'essayais de comprendre. Puis là, c'est comme s'il me racontait une histoire. T'sais, il m'avait jamais vraiment raconté d'histoire. Il n'était pas très paternel. Mais à travers ces histoires d'entrepreneurs, c'était comme s'il me lisait des contes. Fait que là, on dirait que je me faisais plein d'images, des idées. Fait que là, c'est là que j'ai comme bâti, comme dire, tu peux vraiment bâtir quelque chose. Puis, fait que ouais, ça doit venir de là. Fait que la FD Fitness est née, puis je pense que où je m'en allais tantôt, c'est que peut-être l'aspect cinématographique, parce que tu as commencé rapidement à faire des vidéos sur Facebook avec l'entreprise. Oui. Parce que c'était pas. Aujourd'hui, c'est commun, mais à cette époque-là, c'était pas. Non. Je pense que l'aspect vidéo, créer du contenu, était quelque chose qui t'intéressait déjà avant. Je sais pas si tu pensais être devant la caméra et plus derrière l'information. Au départ, j'étais beaucoup plus introverti. En fait, j'étais très introverti quand j'ai commencé. Après, je suis pas devenu extraverti, mais par la force des choses, il a fallu. Puis, tu sais, maintenant, c'est drôle parce que maintenant que c'est un peu plus. Je peux revenir plus dans la personne que je suis, plus posé, plus introverti. Mais bref. Fait que oui, ça m'intéressait au début. Puis il y avait juste, c'est quoi son prénom? Marc Fit, c'est ça? Marc, qui faisait des vidéos, mais il était en anglais. Fait que là, j'étais comme, il est au Québec, en anglais, au début. Fait que j'ai dit, je vais faire ça en français. Puis tu sais, je me rappelle encore des entraîneurs qui m'écrivaient, puis ils étaient comme, tu devrais pas donner de l'information gratuite, les gens devraient payer pour ça. Puis au début, le monde n'aimait pas ça, mais je me rappelle encore, là, je recevais des questions, mais au début, non, parce que personne ne savait j'étais qui, mais j'avais la beauté d'avoir en fait, j'entraînais certaines personnes qui avaient une certaine visibilité, comme Joey Scarpellino, qui était un de mes bons clients. Puis là, Joey, un moment donné, m'avait mis sur ses réseaux. Puis puis ça avait commencé à monter. Puis je me rappelle encore, il y a des journées, je pouvais recevoir sur Facebook jusqu'à 500 messages privés de questions. Par jour? Je te ramène en 2013. Là, tellement que il y avait
peu d'informations, puis je recevais des messages, puis de fil en aiguille, j'avais tellement de questions que là, j'avais demandé à une fille qui travaillait avec moi, je disais, hey, ça te tente... Ben, en fait, elle travaillait pas, c'était une de mes clientes, puis elle venait de perdre son travail, son emploi. Je disais, hey, ça te tente-tu de me donner un coup de main? Réponds, là, ça faisait comme déjà 1 an que je l'entraînais. Aide-moi à répondre aux questions. Si tu as des choses que tu n'es pas sûr, demande-moi-le. Puis là, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'FD a commencé à grossir. Fait que là, elle est venue avec moi. Là, je l'ai comme formée selon mes connaissances. Là, elle a commencé, elle aussi, à faire de l'entraînement. Là, on était 2. Là, j'étais à 100% en ligne. J'étais au Mansfield. Fait que là, j'étais comme, ah non, il me faut. Moi, dans le temps, le en ligne, c'était comme pas concevable, dans ces années-là. Fait que là, j'étais comme, il me faut un bureau. Fait que là, à Saint-Lambert, j'avais loué un bureau dans une tour. Fait que là, je pense que j'étais un des premiers entraîneurs qui n'était pas dans un gym. En tout cas, ça a été un peu chaotique le début. Mais ouais. Mais c'est la force des choses, en vrai, que quand tu as une demande qui est forte comme ça, en vrai, c'est un mélange de les réseaux sociaux qui t'ont amené cette clientèle-là et les gens que tu entraînais qui étaient connus. Là. Ouais. Fait que ça t'a poussé. Donc là, c'était rapidement. Est-ce qu'un premier employé, c'était ta cliente? Oui, ma cliente. Pas coach, plus gérer les courriels pour t'amener exactement. Le service client. Puis après, elle est devenue coach parce que là, je l'ai formée un petit peu puis elle est restée avec nous comme quasiment 4 ans. Fait que ça a quand même duré un certain moment. Puis, tu sais, avec tout l'engouement qu'il y avait autour de ça, je me rappelle encore, tu sais, je répondais aux questions, mais je me trouvais, je réécoutais des capsules il n'y a pas longtemps, je me trouvais poche, là, j'étais comme tabarouette, j'étais plate. Tu sais, aujourd'hui, les gens sont à l'aise devant les caméras, les réseaux sociaux font plus partie de nos vies, mais dans ce temps-là, zéro, là, j'avais une webcam, là, c'était flou, mais... Tu as osé le faire. Il faut encourager aussi aux gens qui sont peut-être plus introvertis de nature de, hey, l'essayer. Je suis une personne introvertie aussi, jamais j'aurais cru être sur un podcast à l'animer, mais c'est de se faire confiance, comprendre ses forces, puis go, on y va. Fait que moi, je souligne vraiment l'effort que tu as dit, hey, je le fais, puis j'avance. Ça t'a permis d'avoir une belle croissance d'entreprise et d'être où tu es rendu aujourd'hui. Absolument. Puis tu sais, puis tu parles, t'es plus introverti, puis t'es super bon, ça, on s'en parlait hors d'onde, je t'écoute, puis je suis comme crime, je te trouve bon, tu sais, je te trouve à l'écoute, je te trouve avenant. Fait que tu vois que les gens qui nous écoutent, tant que tu as confiance un peu, puis tu essaies le projet, tu sais, ça peut faire des belles choses. Et au début, lorsque tu faisais tes vidéos, est-ce que c'était plus pour avoir une visibilité, te faire connaître ou parce qu'il y a une différence entre être connu sur les réseaux sociaux versus avoir une business qui est rentable dans le domaine de l'entraînement? Tu le faisais peut-être pour les deux aussi, là, que tu voulais venir avoir la business rentable. Tu essayais en vrai? Veux-tu qu'on aille profond ou tu veux qu'on reste en surface? On peut aller profond. Okay. Écoute, on a-tu notre temps? OK. Pour les deux, tu sais, je le faisais. Au début, je me convainquais que je le faisais beaucoup pour m'amener une clientèle, mais la réalité, c'est je pense que je voulais aller chercher une certaine validation de ça. Tu sais, je viens d'un... Tu sais, bon, je suis pas très proche de mes parents, ci pis ça. Puis j'étais quelqu'un qui n'avait pas nécessairement la plus grande confiance en soi, mais je me faisais confiance. J'avais pas confiance en moi, mais je me faisais confiance que je pouvais accomplir des grandes choses. Fait qu'on dirait qu'avoir cette attention-là puis un peu cette visibilité-là, ben ça l'aidait mon ego. Là, je me sentais, comme j'ai une raison d'être, puis ça me validait dans qui j'étais, dans qu'est-ce que je faisais. Puis là, bon, on peut voir que plus tard, j'ai eu des conséquences de ça, mais sur le coup, au moment, ça me validait. Tu sais, dans le temps, on connaissait pas trop la santé mentale, les réseaux sociaux. Tu sais, c'était au balbutiement de ça. Fait que les likes, là, ça me faisait faire de la dopamine. Les commentaires, j'étais vraiment rendu. L'attention que ça me donnait, j'étais là, mon Dieu, ça nourrissait l'enfant en moi, un peu introverti. Là, j'étais là, mon Dieu, j'ai de l'attention, c'est le fun. Là, je me sentais vraiment quelqu'un dans ce temps-là à cause de ça. Fait puis moi, je me disais tout le temps, ben non, je le fais pour la business, je le fais pour un business. Mais avec du recul, à 40 ans, je peux dire que oui, je le faisais pour la business, mais je le faisais aussi pour validation sociale aussi. Là, tu le faisais pour une certaine validation, mais c'est un couteau un peu à double tranchant parce que la visibilité apporte aussi que si on est visible, on devient une cible. Donc, ce qui fait que la critique, des fois, peut être présent. Puis comment tu gères cette critique-là? Est-ce qu'il y a déjà eu des commentaires qui t'ont blessé? Au début, quand j'ai débuté, les commentaires j'avais l'impression que les commentaires me blessaient pas parce que mon ego était tellement démesuré, puis je me créais tellement une grosse carapace que j'étais donc intelligent, que j'étais donc bon, mais tu sais, pas vraiment. Ben, j'étais correct, mais pas comme j'aurais pu, comme je pensais que je l'étais. Fait que j'étais comme, je m'en fous. Tu sais, je revirais ça du revers de la main.
Mais c'est plus en vieillissant. Tu sais, tu prends de la maturité, tu vis des choses difficiles dans ta vie, tu te remets en question, des fois tu consultes, tu fais de la... Là, tu commences à voir les choses d'une différente façon. Les lunettes avec lesquelles tu voyais la vie, là, tu commences à les ajuster, peut-être plus les mettre plus au goût du jour. Puis là, mais les commentaires continuent. Fait que là, c'était vraiment difficile. Puis là, je me rendais compte que si j'exposais ça, j'allais chercher de la validation parce que là, je montrais aux gens, regardez à quel point l'humain peut être méchant. Fait que là, ça allait me chercher de la validation. Fait que je jouais un petit peu dans tout ça, mais tu sais, en bout de ligne, ça me rendait pas heureux, mais j'avais l'impression que je devais donc le faire pour la pérennité de mon entreprise. Puis tu sais, moi, ça a été cet aspect-là, puis je trouve ça bien que tu étais capable quand même de mettre les critiques de côté, bien qu'en vieillissant, peut-être que ça peut t'atteindre un peu plus. Moi, c'est vraiment le point de dire la critique négative. Moi, quand je lisais un commentaire, j'avais tout le temps tendance à vouloir répondre ou me justifier. Puis après ça, je sais pas dans quelle conférence j'ai entendu, mais on m'a dit, c'est quoi ton meilleur film? Mais je sais pas, Gladiateur, tu sais, où il y en a qui vont dire c'est Titanic. Mais tu vas voir les critiques. Il va toujours avoir des critiques. Ils n'auront pas la note 10 sur 10. Ils vont avoir la note 7,5 sur 10. 8, un chef-d'œuvre, mais c'est une note. Fait qu'il va toujours avoir des gens là pour critiquer. Fait que tu le fasses bien ou que tu le fasses mal, les gens vont critiquer. Puis il dit la seule façon de voir les choses, c'est que si tu veux ne pas être critiqué, faut pas que tu bouges, faut pas que tu parles, faut pas que tu penses. Puis même à ça, il y a des gens qui vont te critiquer. Fait qu'il dit, on dirait que ça a été un peu une révélation en disant, OK, fait que peu importe ce que je fais, quelqu'un va être là pour dire ça, j'aime pas ça j'aime pas ci. Fait qu'en vrai, t'aimes pas ça, écoute pas ce que je fais. Fait que c'est un peu d'être capable de. Mais ça fait. Toi, tu les vois sur tes réseaux sociaux, c'est marqué en dessous de ton post de Facebook, de Facebook ou la vidéo que tu vois. Fait que c'est dur de faire abstraction. Présentement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je les lis pas, malheureusement. Fait que je lui manque les bons commentaires, mais c'est juste pour pas parce que on rumine quand on vient avoir les mauvais commentaires. Puis dans le côté développement, là, tu le fais avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans une ère que c'est très présent. On a beaucoup d'influenceurs, ce qui n'existait pas tant auparavant. C'était plus on était commandité par des compagnies. Plusieurs personnes dans le domaine de l'entraînement pensent qu'il faut être influenceur pour bien vivre de ce domaine-là. Est-ce que tu vois la même chose ou tu vois qu'on n'est pas obligé d'être influenceur? Pas du tout. Tu sais, on a 10 entraîneurs qui travaillent chez FD Fitness. Wow! On a une belle équipe. 50% kinésiologues, l'autre 50% des entraîneurs certifiés, dont des gens qui ont fait Lift. Très bonne formation. Puis, ils sont pas sur les réseaux sociaux. Il y en a que ça les intéresse pas. Eux sont là. Moi, Félix, là, moi, je suis là pour entraîner du monde, performer, m'éduquer, me former. Fait que c'est juste normal. Fait que oui, il y a possibilité d'avoir un emploi puis ils gagnent très bien leur vie. Je pense qu'on est un des je veux pas me vanter, mais je pense qu'on est un des employeurs pour les entraîneurs qui paient le mieux nos coachs. Parce que j'ai réalisé une chose, j'ai réalisé que quand tu paies un employé correct, mais pas un gros salaire, ça se peut que tu aies du turnaround. Ça se peut qu'ils se disent, si j'étais à mon compte, je ferais pas... Puisque sur le coup, ils ne voient pas les DA, toute la job en amont que tu dois faire, puis c'est correct. Fait que la première des choses. L'autre chose, c'est que tu as beaucoup de turnaround. Fait que là, la personne n'est pas satisfaite de son salaire, il voit un autre employeur. Fait que je me rendais compte que ça me coûtait tellement cher en formation, en temps, que je suis comme, j'aime mieux les payer le mieux que je peux le faire. Puis là, il reste, j'en ai que ça fait 5 ans, 3 ans. Je pense que dans la dernière année, on n'a pas vraiment eu de départ. Fait que, tu sais, c'est ce qui amène le noyau de la business. Juste pour la fidélité des employés, mais pour la clientèle aussi qui garde, là, parce que des fois, quand un coach quitte, il quitte avec une clientèle, à moins qu'il y ait des contrats qui mettent une clause de non-concurrence. Là. Ouais, exact. Mais c'est vrai que les coachs qui savent qu'ils sont bons, mais qui, justement, ils ne veulent pas être sur les réseaux sociaux. Si le salaire n'est pas assez intéressant, ils vont essayer de le faire, puis tu vas les perdre. Les bons candidats, tu risques de les perdre. Fait que chapeau d'avoir mis le gap pour augmenter un peu le salarial. Puis c'est normal. Je pense dans tous les emplois, quand tu es un employé, tu veux avoir le meilleur. Fait que c'est normal. Puis croissance. Exactement. Fait que c'est juste normal de le faire de cette façon-là. Puis, tu sais, si j'étais moi-même un employé à quelque part, puis j'avais pas toutes les conditions, c'est normal, je regarderais ailleurs. Puis mais si je suis vraiment bien où est-ce que je suis, puis j'ai mais on est une petite PME, on est une quinzaine, douzaine, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, nous, moi j'appelle ça, avant on avait une grosse structure de gestion. Maintenant, on a shrinké ça, plus style petite pizzeria, je dis. Là. Fait que, tu sais, on est là, il y a quelque chose, on se parle, on règle les choses sur le coup. Pour l'instant, ça fonctionne. Puis, si j'ai pas des ambitions d'en ouvrir 10. Là, tu sais, j'ai eu ces conversations-là avec ma compagnie comptable. J'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, est-ce que je veux vraiment en ouvrir plein? Puis,
il y a quelques années, mon ego aurait dit oui, parce que là, j'ai plein de gyms, c'est donc le fun. Mais aujourd'hui, je me rends compte, puis j'osais avec mon ami ChatGPT, puis on avait des conversations. Des fois, je m'en sers juste pour qu'il me relance la balle. Là, il me valide dans ce que je dis, mais au moins, des fois, ça me fait réfléchir. Puis il m'a dit, puis là, je parlais, puis là, il m'a dit, est-ce que tu veux te bâtir un empire ou tu veux bâtir un chef-d'œuvre? Puis là, j'étais comme, je trouvais ça puissant. Je dis, plus un chef-d'œuvre. Fait que je mets vraiment d'attention sur mon gym, mon entreprise. Fait que je me suis dit, j'aime mieux avoir une chose, bien la faire qu'en avoir plein puis peut-être me perdre là-dedans. Exact, puis c'est là le danger. Parce que je pense qu'on est dans un environnement qui nous soumet comme une pression de performance, qu'on veut toujours plus, jamais assez. Puis dans la vie, oui, il y a de l'argent qui peut être intéressant, mais le temps a une valeur hyper précieuse. Fait que d'avoir les deux, souvent, il y a des gens qui vont développer leur business pour avoir beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de temps. Ils travaillent 80 heures semaine, la famille, ils ne peuvent pas les voir. Mais au détriment de quoi? Puis dans un des livres de... J'oublie la semaine des 4 heures là, de... Tim Ferriss. Tim Ferriss, il racontait l'histoire du pêcheur. Je vais peut-être la mal à la raconter, mais le pêcheur, il est sur son bateau, il vit sa belle vie, il boit du bon vin, il s'amuse avec sa femme, ses enfants, puis il pêche des poissons. Puis il y a un entrepreneur qui arrive en disant « Hey, on pourrait doubler, quadrupler, quintupler ta flotte pour aller chercher encore plus de poissons. » Puis il dit « Après quoi? » Après ça, il dit « On pourrait exporter le poisson, faire plus d'argent. Tu pourrais te ramasser en bourse. » Puis il dit « Après quoi? » Après ça, tu aurais des millions, tu pourrais t'acheter ce que tu veux. Puis il dit « Après quoi? » Puis il dit après ça, ça continuait. Là. Puis pour terminer, que je reviendrais vivre, avec tout cet argent-là, je reviendrais vivre sur mon bateau, à pêcher, boire du bon vin, revenir un peu au point de départ de ce qu'il fait maintenant, mais avec un stress de vie qui venait. Fait que c'est un peu de faire cette boucle-là en disant est-ce que toujours plus, c'est toujours mieux? C'est un peu cette réflexion-là. Fait que de dire que toi, tu te dises, écoute, la FD Fitness que j'ai bâti, on va mettre les valeurs aux bonnes places, on va avancer, on va s'occuper de notre monde, puis c'est suffisant, c'est très noble et c'est très bien aussi. Comme tu dis, en vieillissant, est-ce qu'on est capable d'encaisser tout le stress qui vient avec et les défis et les risques aussi? Puis là, on t'amène un super bon point. Puis tu sais, le fait de faire vivre des gens, puis tout ça, tu te dis, pourquoi ça revient à ce que tu dis, pourquoi je le fais? Est-ce que... Puis un feeling vraiment cool, c'est comme signer des chèques de paye, faire vivre des gens, bâtir quelque chose qui est plus gros que soi. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis est-ce que j'ai besoin d'être partout au Québec? Puis ça, je me dis, oui, je pourrais aider plus de gens en répandant un peu ce modèle-là, mais je sais qu'à travers, je vais me perdre, ça va être plus difficile d'avoir la même qualité. Puis j'en vois des entrepreneurs qui expandent rapidement vers certaines choses, puis je leur lève mon chapeau, mais je suis comme, est-ce que c'est réellement ça qui va me rendre profondément plus heureux? Je ne sais pas. Puis là, dans ta business, tu mentionnais que tu avais quand même 50% des coachs qui étaient kinésiologues. Tu es kinésiologue, je le suis aussi, fait que je me permets un peu cette question-là. Est-ce que c'est comment tu as vu l'évolution de la kinésiologie depuis les 35 dernières années ou depuis que tu as terminé ton bac? Et est-ce que tu crois que les kinésiologues prennent assez leur place dans le domaine du fitness? Ou... Est-ce que tu as beaucoup de CV, exemple, qui rentrent de kinésiologues? Plus ou moins, honnêtement, pour être vraiment transparent avec toi. Quand je passe souvent des kinésiologues en entrevue, souvent, ils ont des super beaux profils, mais ils vont être des fois attirés vers, exemple, des hôpitaux, vers d'autres choses que le fitness en tant que tel. Puis, nous, on a des horaires flexibles, mais tu le sais, ça prend un certain temps à bâtir une clientèle. Nous, on a une belle machine chez FD. En 15 à 20 semaines, un entraîneur avec nous, il devient temps plein. Ça va quand même vite. Wow. Puis des fois, même on dit ça en entrevue, puis les gens, ils veulent tester le marché beaucoup, puis c'est super correct, mais la réalité, c'est qu'avant, j'embauchais un CV, maintenant, j'embauche une personne, Fait que si j'ai quelqu'un en face de moi, il a beau avoir le plus beau CV du monde, mais au niveau personnalité, je ressens pas nécessairement que c'est un fit avec la mentalité de la business. Je passe mon tour. J'ai quelqu'un qui a moins de connaissances, mais qui sent que le cœur à bonne place. Des connaissances, ça va chercher. Mais changer une personnalité, c'est dur en tabarouette. Là, exactement. Puis on le voit dans notre domaine, c'est un peu ça. Puis sans rien enlever. Puis je pense dans tout métier, il y a des gens qui peuvent avoir un diplôme universitaire en kinésiologie, mais c'est pas un gage de qualité nécessairement parce que des fois, il manque un peu de pratique. Ils ont été chercher le papier théorique, mais moi, dans le bac en kin, je sais pas pour toi, là, mais on était 140 à être assis la première année. On était 20 qui s'entraînaient. Les 120 autres faisaient du hockey, du football, mais l'entraînement était plus ou moins, c'était vraiment plus le sport récréatif. Mais l'entraînement, je disais, moi, je peux pas enseigner à patiner si je patine pas, là, va dans la salle, va. Puis il y a des gens qui ont terminé leur bac, surtout des femmes, ils ont terminé leur bac, puis il n'y avait pas d'entraînement non plus qui était présent. Fait que pour moi, c'est comme quand on reçoit le CV, justement, OK, kinésiologue, good, ça part bien, la personnalité est là, fine. Là, après ça, va chercher de l'expérience terrain qui est présente. Et comme tu le dis, tu peux sélectionner une personne qui a des bonnes valeurs humaines, mais qui n'a pas nécessairement
nécessairement le papier derrière, mais qui a une belle volonté d'apprendre pour aller continuer à se former. Puis, fait que c'est pour ça que dans le domaine de l'entraînement, c'est pas comme un dentiste. Là. C'est pas parce que je me brosse les dents 3 fois par jour que je peux donner et aider. Là, il faut vraiment le papier. Dans le domaine de l'entraînement, puis je veux pas tomber sur ma profession, je l'adore, je contribue à la fédération, etc. Mais il y a quand même un oui, mais où, même moi, quand j'ai rentré dans le bac, je m'attendais à avoir tous des passionnés dans la musculation, puis même le programme était... On n'est pas encore, on est très léger, je trouve qu'on n'est pas encore assez fitness rentré dans justement la stimulation musculaire, hypertrophie, gain de rentrer vraiment dans le domaine, à moins que tu fasses de la performance sportive. Fait qu'il y a encore une belle évolution, je pense, dans les prochaines années à avoir. Absolument. Puis moi, je me rappelle, il y a plein de gens qui rentraient en kin, puis là, mettons, moi, je leur parlais la première année. Ah ouais, qu'est-ce qui te passionne? Ah, moi, je veux monter mes notes pour aller en physio. Ou je vais aller monter mes notes pour aller en médecine. Puis j'étais comme, OK, fait que pour toi, la kinésiologue était comme vu plus comme en tout cas, de certaines personnes, comme un tremplin vers quelque chose de plus noble, comme si la kinésiologie ne l'était pas en tant que telle, tu sais. Exact. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans au Pro Gym à Montréal, puis on était 21 entraîneurs. J'étais le seul kinésiologue. Fait que c'est pour ça que je t'ai posé la question en disant est-ce que tu penses que les kines prennent assez leur place? Parce que pour moi, c'est comme on en manque. Pourquoi? Puis c'est pour ça que j'ai créé Lift aussi, pour augmenter la qualité de ceux qui veulent vivre de leur passion. Parce qu'il y en a plusieurs qui me disaient hey Kevin, je veux devenir coach, c'est quoi la meilleure formation? Je dis va faire ton bac en kin. Écoute, tu as 3 ans, tu es certifié, je veux dire, tu as toutes tes bases anatomiques, etc. Et Kevin, je travaille dans une usine, là, j'ai 2 enfants, c'est pas vrai que je vais partir pendant 3 ans, je peux pas le faire, mais je suis tanné de travailler dans une usine, avoir mes journées parce que j'aime pas ce que je fais. Fait que c'est là que ça a commencé à mijoter en me disant, OK, on va être capable d'aider ces personnes-là à avoir une meilleure qualité, mais ça reste un domaine qui est on doit se former constamment. Puis concernant ce que tu dis, tu sais, puis je veux pas partir un débat là, où est-ce que c'est non nécessaire, mais malheureusement, mettons, quand on parle de gym, d'entraînement, tu sais, on va adresser l'éléphant rose qui est dans la pièce, la composition corporelle de la personne. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont... Puis je raconte toujours la même histoire. J'avais eu une copine il y a de ça très, très longtemps. Puis elle était mince, grande, élancée. Elle faisait 115 livres toute mouillée, puis elle mangeait mal, Elle déjeunait avec des ice caps, du Tim Hortons. Mais génétiquement, elle était faite mince. Ben les gens, ils écrivaient sur Internet, sur Instagram, pour lui dire « Hey, c'est quoi tu manges? Qu'est-ce que tu fais? » Puis elle me regardait, elle dit « Félix, je peux pas leur dire je déjeune au ice cap, là, tu sais. » Puis là, bon, ça a pas fait non plus, là, parce qu'on n'avait pas le même style de vie, mais reste que l'image de la personne a tellement un gros impact sur la personne. Fait c'est dommage, mais ça fait qu'il y a des gens qui ont peu ou pas de connaissances, qui vont être capables de tirer leur épingle du jeu simplement par de quoi qu'ils ont de l'air. Tu sais. Et est-ce que tu penses que c'est un peu, lorsqu'on s'expose sur les réseaux, cette pression-là que le public nous met d'être toujours de voir, exemple, cette personne-là qui était élancée mince avait un succès. Fait que si tu commences à être sur les réseaux sociaux en étant en shape, tu te promouvois, ça met quand même une pression sur... ça fait que je pense que c'est comme un effet pervers des réseaux sociaux que des fois, ce qu'on voit à l'écran versus ce qui se passe derrière la personne, on peut tomber. Au début, peut-être que la personne démontre réellement ce qu'elle est, mais il peut y avoir des up and down, mais qu'on doit cacher. Puis... Tu sais, puis je veux juste rappeler aux gens là, que tu peux être mince parce que tu fais du sport puis tu manges bien, puis tu peux être mince parce que tu prends des drogues. Là. Mais je parle pas nécessairement de drogue de performance, je parle de drogue. Là, fait qu'à un moment donné, c'est de réaliser que l'image d'une personne, ça dit pas toute l'histoire là, en arrière. Fait que tu sais pas tout le temps. Là, fait qu'il faut pas se laisser avoir par nécessairement le visuel. Puis tu le sais comme moi, c'est très facile de modifier certaines choses, faire mieux paraître quelque chose. Puis c'est le problème un peu des algorithmes des réseaux sociaux, c'est que moi, je vais dans mon feed, je consomme du fitness, je vais scroller pendant 2-3 minutes, je vais voir des physiques incroyables, mais ça représente 0,1%. Va à la plage demain matin, regarde le monde a l'air de quoi. Et personne n'a l'air de qu'est-ce que tu vois sur tes réseaux sociaux. Là. C'est pas ça la vraie vie. Là, exact. Parlons-en des gens à la plage. En fait, c'est un peu ta clientèle niche avec FD Fitness. Vous vous spécialisez dans la recomposition corporelle. Oui. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Pour plein de raisons. Parce que je pense, premièrement, il y a une grosse demande. Je veux dire, les gens ont besoin, veulent ça. Nous, notre clientèle type, là, c'est vraiment entre 25 et 65 ans. On a 70% plus des femmes. Puis c'est des gens, souvent, viennent d'avoir 1 ou 2 enfants, sont débordés, besoin de structure, ils savent pas trop comment s'y prendre. Puis tu sais, nous, dans notre tête, probablement dans la tienne aussi, tu sais, protéines, glucides, lipides, fibres, on connaît nos macros, on connaît un peu les affaires, mais t'as beau, même si l'éducatif est omniprésent sur les réseaux sociaux, je rencontre encore des gens au gym en ce moment, puis je leur dis c'est quoi un macronutriment, j'en ai aucune christie d'idée. Puis c'est normal, parce que les gens, c'est pas leur job, tu sais, ils ont d'autres affaires, d'autres chats à fouetter. Puis oui, on parle beaucoup des robots conversationnels, ChatGPT, Claude de ce monde, mais la réalité, c'est que des robots
conversationnel, ça va répondre à une commande, puis ça voit pas les petites subtilités de ton sourcil qui lève, puis l'humain, on a besoin de ça, puis on l'a vu dans la pandémie, les gens étaient profondément malheureux parce qu'on manquait de ce contact-là. Fait que moi, j'essaie de mettre ça de l'avant, puis tu sais, je leur ai dit souvent à nos employés, je dis, guys, l'humain avant tout, pensez à l'humain qui est en arrière, vous avez la capacité d'aider, comme je me rappelle quand j'étais au Énergie Cardio, quand j'avais 17 ans, j'avais pas beaucoup de connaissances, mais j'étais empathique, puis j'avais une belle écoute. Puis le contact humain, peut-être pas 17, j'avais peut-être 18, 19, aidait beaucoup les gens à travers le processus. Fait que je me rends compte que c'est une clientèle qui a besoin de changement, puis c'est une clientèle que rapidement, tu peux voir des résultats concrètement dans leur vie. Tu prends un athlète, là, et puis il a besoin d'avoir 10 secondes de moins sur une course, je niaise, mais ça va pas changer grand-chose dans sa vie. Mais tu prends quelqu'un qui perd 30-35 livres, ça peut changer sa vie de A à Z. Il attache ses souliers de la meilleure façon, joue avec ses enfants, son sucre sanguin est meilleur, n'a pas le goût de s'endormir le soir, meilleure confiance en lui, meilleure relation avec les gens, se tient plus droit, mieux. Fait que les changements sont tellement incroyables, ça va assez rapidement que c'est ça qui me donne le goût de frapper directement cette clientèle-là, parce que d'un, ils en ont besoin, puis de deux, les résultats, c'est tellement le fun, puis tu peux réellement changer des vies, là. Exactement. Impact majeur dans leur vie. Là. Ça, c'est sûr, c'est très valorisant. Puis, dans cette clientèle-là que tu as rencontrée avec le cumul des années, c'est quoi la plus grosse erreur nutritionnelle que tu as vue, exemple, dans un contexte d'une personne qui veut perdre du poids? Tu sais, la personne arrive, veut perdre du gras, puis elle fait déjà une erreur. C'est les modes alimentaires. Ah ouais, keto, les jeûnes, toutes ces affaires-là. Puis j'étais avec Rémi, que tu connais, à un moment donné, on était dans un... Je me rappelle plus où est-ce qu'on était. On est dans un hôtel le matin. Je pense qu'on était allé à Boston, je me rappelle plus. Bref, une sortie entre amis. Puis il y avait un couple, une famille, en fait. Il y avait un couple puis leurs enfants, puis ils étaient vraiment surpoids, puis ils parlaient en anglais, puis là, on les entendait, puis ils étaient comme, hey, j'ai vu mon ami, il fait de la keto, on devrait faire ça, puis j'avais regardé leur assiette, c'était bourré de sucre, fait que je suis comme, puis ils étaient en embonpoint, fait que je suis comme, j'avais le goût de leur dire, hey, les amis, c'est pas une diète que vous avez besoin, c'est juste de changer vos habitudes alimentaires, puis bien manger. Fait que je pense que c'est tout le temps, puis Vincent le dit souvent, c'est très noir ou blanc, tu sais, on n'est jamais dans, tu sais, dire la réelle affaire qui va t'aider, c'est plate, puis on n'aime pas ça. Fait qu'il faut toujours aller dans les extrêmes, comme les réseaux sociaux en ce moment. Ouais. Fait que là, c'est le côté régime est souvent l'honneur, mais il y a des gens quand même dans la population qui vont savoir quoi faire, mais malgré tout, ils n'arrivent pas à perdre du poids. Est-ce que tu vois, c'est quoi le clash? Pourquoi les gens savent quoi faire des fois, mais n'arrivent pas à perdre du poids? Je pense que c'est le stress de la vie. Aussi, ils voient souvent la montagne plus grande qu'elle l'est réellement, puis ils sont pas prêts à faire le cheminement un pas à la fois, puis souvent, ils n'ont pas d'aide, tu sais. Fait que, tu sais, exemple, tu as un entraîneur qui te suit au mois, quelque chose comme ça. Bon, au moins, tu as quelqu'un avec qui discuter, tu envoies des check-ins, tu as une relation humaine avec quelqu'un qui peut te comprendre puis t'aider dans le processus. Mais si tu es tout seul avec tes skis, puis tu dis, bon, OK, moi, je veux perdre 30 livres, là, tu commences à bien manger, puis là, ta blonde ou ton copain mange à côté de toi, tu as les enfants, à un moment donné, c'est facile de lâcher prise. Pour qui tu le fais? Pour toi, mais les gens ne s'aiment pas tant que ça. Fait que les gens, souvent, le font pour les autres, le font pas pour eux. Mais moi, je le dis toujours, la bougie d'allumage qui te fait commencer à t'entraîner, que ce soit un divorce ou un commentaire négatif au travail, tu sais, il y a des raisons bonnes ou moins bonnes, mais moi, je crois que toutes les raisons sont bonnes pour commencer à s'entraîner. Par contre, pour perdurer dans le temps, c'est là qu'il faut que tu trouves vraiment un vrai why. Pourquoi vraiment tu le fais? Puis il faut que ça soit solide, sinon tu vas lâcher quand il va t'arriver quelque chose. T'sais. Exact. C'est vrai que le why est très solide, très important d'aller chercher, mais avec l'entraîneur, comme tu l'as mentionné, ça t'apporte un peu une discipline. Tu dois des comptes avec la redevabilité, la accountability, puis tu as un environnement aussi, tu t'en vas dans le gym, c'est sûr qu'à la maison, c'est un environnement, mais est-ce que c'est un environnement favorable, défavorable? Bon, il y a des enfants, je vais partir d'une brassée de lavage. Fait que c'est, d'après moi, stabiliser l'environnement, puis avoir une question de discipline, un peu un mélange des deux qui pourrait être que l'entraîneur va venir apporter. Oui, puis on dirait que c'est mal vu maintenant de faire des choses pour soi, tu sais. Prendre soin de soi, on dirait que c'est comme, ça a l'air mesquin, ça a l'air mal vu, ça a l'air égoïste, quand on devrait, la première personne de qui tu devrais prendre soin, c'est toi. Si tu veux pouvoir prendre soin des autres, il faut que tu sois mentalement puis physiquement présent, tu sais. Exact. Puis la personne a le droit de vouloir améliorer sa composition corporelle. Des fois, on a tendance à, on peut pas, c'est comme ça, des fois, la personne a 30 livres de plus, mais il faudrait qu'elle accepte ce 30 livres-là de plus. Pour moi, je le vois carrément comme une maison, une voiture sale. C'est comme, j'ai pas fait le ménage de ma voiture, de ma maison. Mais j'ai pas le choix d'accepter que ma maison est sale parce que c'est comme ça. Mais non, tu peux prendre le temps de la nettoyer pour la rendre propre, puis tu vas être fier, tu vas être content. Est-ce que c'est grave, une maison sale? Non.
mais tu vas être encore plus à l'aise dans une maison propre. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un physique qui est plus... Fait que, tu sais, moi, des fois, de tomber sur « Hey, on arrête de parler de la composition corporelle. Hey, on peut-tu... » Il y a des gens qui ont pris un 30 livres et qui ne le voulaient pas. Est-ce qu'on peut les aider à ramener? Là, après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'entourage va te dire « Hey, t'as tombé maigri, arrête, mais ne perds pas trop de poids, là, tu vois, ça sera pas beau, ça sera... » Puis des fois, les gens qui le disent, eux aussi voudraient peut-être perdre un peu de poids. Fait que s'ils se justifient en disant « Hey, arrête de maigrir parce que sinon, il y a quelque chose que je comprends pas puis ça va me forcer à devoir le faire. » Puis parlant de... vas-y. Tu l'as probablement souvent entendu avec des clients à toi, mais combien de gens débutent de bien mieux manger, tout ça, puis au travail, ils se font dire « Tu manges encore comme un lapin avec tes carottes », puis tu vas chercher beaucoup les moqueries des autres. Puis combien de fois, moi, j'ai vu des hommes ou des femmes, je sais pas pourquoi c'est plus des femmes, mais des femmes qui, par exemple, qui disaient « OK, je vais travailler avec Juliette ou Mégane », ils se prennent un contrat de, mettons, 12 rencontres, peu importe. Il arrive à la maison, toute contente, laisse le contrat sur la table. Le chum arrive. Voyons donc, pourquoi t'as acheté ça? T'es folle, il faut qu'on change telle affaire sur l'auto. Fait qu'ils invalident beaucoup dans qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que c'est parce que le conjoint a peur que sa blonde prenne confiance en... On sait pas, là, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mais c'est juste plate, à un moment donné. Quand tu apprécies les gens, que ce soit au travail, que ce soit dans tes relations intimes, tu devrais être content pour eux qui veulent faire quelque chose qui va leur faire du bien et non les dig down. Exact, puis de les supporter derrière. Là. Mais oui. Est-ce qu'il y a, tu sais, dans le côté perte de recomposition corporelle, il y a quand même une certaine... Tu sais, on est un entraîneur pour les aider à accomplir leur objectif, mais il doit y avoir des limites. À un moment donné, il y a des gens qui sont extrémistes, là, qui veulent perdre, exemple, qui ont 30 livres à perdre, mais ils veulent en perdre 50. Là, est-ce que des fois, tu vas intervenir en disant, OK, là, on va un peu trop loin, ou tu dis, OK, ce physique-là que tu vas aller chercher, on va aller chercher comme une physique de compétition, on va le faire momentanément. Est-ce que tu dois des fois recadrer certains clients ou c'est pas ta clientèle n'est pas tant excessive? Oui, notre clientèle n'est pas tant excessive, je pense, parce qu'on ne met pas vraiment la performance ou les extrêmes de l'avant. Puis tu amènes un super bon point parce que c'est drôle qu'on en parle parce que j'ai eu la discussion avec nos coachs. À tous les jeudis, je fais une rencontre avec tous les entraîneurs. Un genre de lunch and learn. Puis on jase ensemble. Puis moi, j'essaie d'être le plus ouvert possible. Puis je me dis, oui, je suis le patron, mais en réalité, on pisse tout en même place. Puis on fait tout la même affaire. Moi, je veux juste que ça soit mieux que pour vous autres, mieux pour moi, puis que tout le monde soit bien content. Fait que je leur dis, vous pensez quoi, vous autres, des avant-après? Parce que souvent, on se le fait dire, c'est la meilleure façon de faire du marketing. Puis moi, quand j'ai commencé avec FD Fitness, au départ, maintenant, tu n'as pas le droit de prendre, exemple, une transformation avant-après puis de la publier de façon publicitaire sur les réseaux sociaux. Meta va te bloquer. Mais dans le temps, quand j'ai commencé, tu pouvais. Ouais. Fait que tu pouvais prendre un avant-après, mettre de l'argent dessus, puis là, tout le monde vous voyait. Puis j'avais la conversation avec la majeure partie de mes entraîneurs, puis je dis, vous en pensez quoi? Bien, 80% de l'équipe était comme nous, ça nous met mal à l'aise. Puis là, je suis là, est-ce que ça vous met mal à l'aise parce que vous devez le demander aux clients? Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Ils disent non, parce que notre job, c'est tellement plus que juste faire perdre du gras à quelqu'un. Notre job, c'est tellement plus que juste changer un corps. Il dit, ça raconte pas toute la patente que tu as faite avec. Fait qu'il dit, on trouve ça invalidant, nous autres, comme entraîneurs, de devoir faire des avant-après pour promouvoir nos services. Fait que j'ai dit, ben vous savez quoi, guys? Je vous en demanderai plus des avant-après. J'ai dit, on va trouver d'autres façons de marketing d'aller chercher nos clients. Parce que, tu sais, on a au-dessus de 600 clients actifs. On aurait des, tu sais, puis ça fonctionne. Les gens renouvellent, ils ont des résultats. Mais je voulais creuser le pourquoi du comment. Tandis que quand tu écoutes des formations de d'autres entraîneurs plus en marketing, ils sont là, faut que tu aies des gens qui font des avant-après. Une autre chose. Excuse-moi de me lancer là-dedans. Une autre chose, des entrevues. Tu sais, il y a ça, là, c'est populaire. Je vais rencontrer le client, voir si c'est un fit. Mais moi, je suis là. Je vais chez le dentiste, ça me tente pas qu'il me demande si je suis un fit pour travailler avec lui. Je veux qu'il me regarde puis qu'il me dise voici ce que je peux faire pour toi, voici la façon que je peux t'aider, t'embarques-tu ou t'embarques pas. Tu sais, j'ai pas le luxe, s'il y a des entraîneurs qui l'ont, tant mieux. Moi, j'ai pas le luxe de choisir ma clientèle. Moi, je veux aider tout le monde. T'es grand, t'es petit, t'es gros, t'es maigre. Si c'est au-delà de mon champ de compétences, je vais te rediriger vers un autre professionnel, mais je vais au moins essayer de t'aider. Tu sais, parce que je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Ah, je suis allé voir un tel, il m'a dit qu'il que je n'étais pas son type de client parce que je n'étais pas accountable ou que je ne pouvais pas... Puis là, les gens, j'ai eu de la peine, je suis là, Colin, on est-tu là vraiment pour aider? On est là pour se trouver des clients à succès pour promouvoir notre entreprise. Puis là, j'ai trouvé ça plate.
C'est vrai, j'oubliais qu'il y avait quand même cette sphère-là que certains entraîneurs peuvent se permettre. Parce que du sens du client qui magasine, qui prend le temps de regarder, que l'entraîneur soit complet puis qu'il me dise hey, j'ai de la place, mais ça va aller sur une liste d'attente dans 3 mois, c'est une chose. Mais qu'il y ait de la disponibilité, mais qu'il fasse des entrevues, ça, c'est quand même assez particulier. Comme tu dis, puis on l'entend beaucoup. Nous, parce que on a beaucoup de gens qui nous écrivent pour avoir des rencontres, on le voit beaucoup. À moins que la personne, exemple, se spécialise. Je sais pas, moi, chez les hommes de 50 ans et plus. Donc là, c'est une femme qui arrive. Non, c'était juste pour voir le fit. Genre, est-ce que tu vas suivre? Est-ce que tu vas suivre le plan à la lettre? Est-ce que tu vas me donner des check-ins? Moi, je vais te faire un avant-après. C'est souvent là le défi. Parce que ces gens-là viennent te voir parce qu'ils l'ont pas ça. Ils l'ont pas instinctivement. Donc, c'est sûr que dans l'entrevue, ça va se dégager. C'est à toi, comme coach, de trouver des solutions, des outils pour l'aider. Fait que c'est un petit peu ingrat, effectivement. Absolument. Je me permets, tu en as parlé publiquement, donc la partie un peu plus sombre, si je peux dire, que dans 2017, 2018, dans ces eaux-là. Dépression qui t'est arrivée, qu'est-ce que cette phase-là t'a appris dans cette... parce que c'est quand même, je connais pas les raisons pourquoi ça a tombé. Même moi aussi, dans les 2013, j'ai eu des périodes plus basses, surmenage, surcharge. Je pense qu'on y passe un peu quand on veut performer, on veut bâtir des business. Fait que de l'introspection par la suite... Qu'est-ce que tu fais différemment peut-être aujourd'hui que tu n'avais pas réalisé à l'époque? Mon Dieu, tellement de choses. Je nous reviens au début de la conversation où est-ce que mon ego était un peu démesuré puis tout ça. Puis tu te remets dans la tête d'un gars de fin vingtaine, début trentaine, où est-ce que moi, je suis étudiant en kin, je n'étais pas dans le domaine de l'influence ou de la popularité. Puis là, les gens, après, s'attachent à toi, te voient. Puis j'avais bâti un peu sur les réseaux sociaux une image de moi un peu plus la barbe, un peu cocky, un peu arrogant, un peu à la Charles Poliquin dans ses débuts. Puis ça pognait. Le monde aimait ça. Fait que là, on dirait que j'étais comme prisonnier de mon personnage. Fait que quand je voulais sortir de ce personnage-là, je me sentais profondément malheureux. Fait qu'il fallait tout le temps que je joue une personne que j'étais pas réellement. Puis là, à la longue, de toujours jouer quelqu'un qui t'es pas, là, ça commence ça te tente parce que tu es toujours dans de la performance, tu es toujours en train de performer. Puis c'était la seule chose un peu qui me valorisait puis qui me validait. Puis je me rappelle encore, même j'avais des périodes noires puis j'étais comme aïe, les gens m'apprécient juste pour une personne que je suis pas réellement. Fait que là, tu te sens pas vraiment où est-ce que t'es. Puis là, bon, j'ai eu des tentatives d'arrêter tout ça. Puis bon, là, ma copine du temps m'a un peu sauvé de ça. Je commençais la thérapie à ce moment-là. Puis je me rappelle encore, j'avais écrit je filais vraiment pas, puis un soir, puis je vais pas rentrer dans trop deep, mais bref, je voulais que ça s'arrête là, ce soir-là, vraiment, puis j'étais dans le parking d'un fast-food, d'un AEW, pour pas le nommer, puis j'étais comme, c'est à soir que ça se passe. Puis là, j'avais honte d'en parler à ma blonde, j'avais honte d'en parler à des amis, fait qu'il y a, les gens t'écrivent sur Instagram, tout ça, puis il y a quelqu'un qui était, une fille qui me disait toujours, hey, c'est bon ce que tu fais, elle était comme tout le temps en train de me hyper sur mon enjeu professionnel, puis j'étais comme, hey, je vais écrire un inconnu, genre, je sais que c'était pas le bon. Avec du recul, c'est niaiseux, mais sur le coup, je savais pas à qui parler. Puis je dis, hey, je file vraiment pas, je sais que tu me connais pas, mais genre, j'ai peur de faire. Puis la personne m'avait répondu, je sais pas trop quoi te dire, mais tu sais, j'aime vraiment plus le Félix et vidéos que ce que tu es en train de me montrer en ce moment. Quelqu'un qui est vulnérable a dit, je te vois pas vraiment comme ça, fait que je sais pas quoi te dire, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ça y est, c'est que je suis pogné à être le mâle alpha, c'est que toute ma vie. Puis là, finalement, bon, là, je me suis raisonné, je suis rentré chez moi, bon, fait que là, le lendemain, je suis en thérapie. Je commençais mon processus thérapeutique, puis encore aujourd'hui, j'ai pas le même psychologue que j'avais, mais je suis encore dans ce processus-là. Puis avec du recul, ben, je donnerais moins d'attention à l'opinion des autres. J'aimerais moins de pouvoir à des gens que je connais pas, puis j'essaierais d'être plus authentique dans la personne que je suis, quitte, comme on le disait tout à l'heure, à ne pas plaire à tous. Et puis quelque chose que j'ai fait à ce moment-là, que je n'ai jamais enlevé, j'ai laissé Instagram et le TikTok n'existait pas dans ce temps-là, mais je l'ai fait. Mon application Instagram est à côté de mon application météo dans mon iPhone pour toujours me rappeler qu'Instagram, c'est juste une application. C'est pas la vraie vie. C'est juste une app sur un téléphone. Demain matin, ça peut fermer, mais ça va pas enlever la personne que je suis. Fait qu'à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, ça me rappelle, c'est juste une app. C'est juste une app. C'est juste une app. Ouais. Fait que c'est vraiment un peu l'élément déclencheur qui t'a amené vers ce tourment-là de questionnement, de remise en question, d'identité, peut-être aussi parce que l'image que tu projetais n'était pas celle que tu étais réellement, que tu aurais aimé, et que peut-être qu'aujourd'hui, là, c'est plus cette image-là que tu mets de l'avant, ou que là, c'est peut-être qu'avec FD Fitness, avec les 10 employés que tu as, tu mets plus tes employés de l'avant puis moins l'image. Oui, j'essaye, tu sais, puis dans le temps, j'avais des employés exceptionnels, des gens le fun, mais j'étais pas
tant apprécié des gens avec qui je travaillais parce qu'eux, il y avait deux versions. Il y avait le Félix et les réseaux sociaux, que j'étais comme hype la vie, ça va bien, puis le Félix qui rentre au travail, qui veut pas parler à personne, qui est vraiment bête, tu sais. Puis dans ce temps-là, on avait de la misère à comprendre, tu sais, c'était le début un peu de la popularité ces réseaux sociaux. Fait que j'étais un peu là-dedans, puis j'étais très centré sur moi, j'étais beaucoup dans le narcissisme puis dans l'histrionisme. Fait que je pensais à moi, mes choses. Puis un de mes très bons, Rémi, un de mes très bons amis m'avait dit, j'adorais, on avait du fun, on se faisait des soirées. Puis un moment, il m'a dit, tu sais, j'aime ça, chill avec toi, Big, mais genre, on dirait qu'on parle juste de tes affaires puis juste de toi. Puis ça doit faire comme un bon 8 ans qu'il m'a dit ça, puis j'y pense encore quasiment à chaque mois. Fait que maintenant, avec la thérapie. Puis je me suis rendu compte que je n'étais pas tant heureux à faire ça, à prendre toute la place. Fait que maintenant, au contraire, là, on est dans un podcast, c'est différent d'un échange, mais quand je suis dans un souper avec des gens, j'ai plus tendance à les écouter et à les faire parler que nécessairement parler de moi. Puis je me sens vraiment mieux de même, on dirait, de ne pas prendre toute la place puis l'attention. C'était comme un faux rôle que tu te donnais sur les réseaux. Puis je pense que les gens qui écoutaient tes vidéos s'attendaient à, quand ils te rencontrent, de voir ce Félix-là qui était peut-être plus extraverti puis dynamique, ce qui n'était pas le cas, parce que tu prends ta place, puis comme là, dans des soupers, tu vas parler lorsque l'opportunité se présente. Puis tu n'as pas besoin, tu vas plus être en mode écoute, puis tu es plus zen avec tout ça. Oui, exactement. Puis je me rappelle encore, on avait des bureaux à Saint-Hubert, puis j'étais allé faire un café, puis puis là, j'attendais mon client, mettons, de midi, puis il était 11h50. Puis là, je voyais un gars qui me regardait, il me fixait. Là, j'étais là, il y a une salle d'attente, je suis là, c'est sûr, c'est mon prochain client. Puis il était là, ça va? Là, j'étais là, oui, ça va, toi? Ah, ça va? T'es sûr que ça va? Là, j'étais là, ouais, ça va super bien. Ah! Là, j'étais là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je sais pas, t'es pas comme sur tes vidéos, tu sais. Là, j'étais là, là, attends, là, je prends mon cas. Fait que là, j'ai comme réalisé, je fais, attends une minute, là, la patente est pas la même, puis c'est différent. Puis tu sais, je comprends aussi parce que tu t'attends comme un personnage ou quelque chose. Tu sais, c'est comme PC Jolicoeur, il était venu à un podcast qu'on avait, mais sur ses vidéos, il danse, il saute, il fait de la claquette quasiment. Il est hyper énergétique, mais quand moi, je l'ai côtoyé, il était comme moi plutôt en ce moment, là, très neutre. Puis maintenant, en 2026, c'est plus accepté, c'est plus compris. Mais je te ramène, tu sais, 2020, 2019, 2018, avant la pandémie, c'était moins compris, il y avait moins ce domaine-là, tu sais. Fait que tu sais, j'ai appris beaucoup de ça. Puis avant, j'étais très dans l'influence, le domaine de l'influence. Puis je cherchais mes mots, je voulais donc avoir des contrats, je voulais donc représenter des compagnies. J'étais comme ça, là, c'est le pinnacle of success, tu sais. Puis à travers le temps, je l'ai fait, puis j'étais comme, puis là maintenant, tu sais, j'ai peu de commanditaires, j'en ai gardé juste quelques-uns avec qui je trippe, mais maintenant, je suis comme le moins possible. Je mets plus ma vie privée avant, là. Je mettais ma blonde, mon chien, mes bébelles dans ce temps-là. Maintenant, je monte plus rien, je concentre 100% de mon contenu sur l'éducatif, puis ça me fait donc du bien parce que depuis plusieurs années, les gens me voient vraiment comme OK, il fait ses recherches, il nous donne de l'info pertinente, il essaie d'avancer dans le temps. Puis, excuse-moi, je suis sur un long rant, là. Récemment, j'avais fait des réactions à des vidéos. Écoute, ça l'a pogné en malade. Puis, tu sais, le problème des réseaux sociaux, c'est que tu dis beaucoup de visibilité, plus de clients potentiels. Fait que tu te laisses un peu avoir par ça. Puis avec du recul, je me suis rendu compte, même si je reprenais certaines choses que j'avais entendues, que je trouvais, moi, qui fonctionnaient juste pas avec ma vision puis mes valeurs, j'étais comme, tout le monde peut faire des erreurs. Je me revoyais, moi, quand j'avais 20 ans, j'en disais de la merde, là. Puis ça m'aurait tellement blessé que quelqu'un reprenne une de mes vidéos puis parle par-dessus moi. Puis c'est sûr que ça m'aurait donné une bonne leçon de vie, mais en même temps, ça m'aurait tellement détruit que j'ai fait... You know what, j'en ai fait une dizaine, j'ai dit j'arrête, j'ai fait un message, j'ai dit arrêtez de m'en envoyer, je le fais plus. C'est un dossier quand même glissant sur de reprendre des vidéos. Tu sais, tu l'as constaté en disant si quelqu'un faisait ça, donc il prenait tes vidéos, puis la blessure, même si tu attaques les propos et non pas la personne en soi, c'est tout le temps, c'est un terrain glissant. Tu sais, des fois, ça peut être comme pas une humiliation, mais c'est comme tu pointes quelqu'un du doigt. Puis c'est souvent le beau rôle parce que tu écoutes la vidéo de la personne, tu donnes ton commentaire, mais l'autre ne peut pas répliquer parce que c'est toi qui conclus la vidéo en venant ton. Fait que c'est toujours à l'avantage de la personne qui le fait, mais surtout. Ouais, puis tu sais, j'ai comme. Puis tu sais, veux pas, tu le fais. Puis tu sais, j'ai tellement une grosse audience. À un moment, j'avais fait une vidéo sur un gars qui parlait des gens en surpoids. Puis tu sais, oui, c'était trash, qu'est-ce qu'il disait, mais tu sais, le gars, il a 20 ans. Là, je suis comme. Moi aussi, à 20 ans, j'en disais des niaiseries. Oui, bon, mais c'était pas les réseaux sociaux, on se filmait pas tout ça, mais oui, j'approuve vraiment pas ce qu'il a dit, mais à un moment donné, juste en publiant, pour donner mon opinion, j'étais rendu à quasiment 300 000 vues sur le vidéo en genre 2 semaines. Là, j'étais là, OK, non, là, personne mérite de cette attention négative-là. J'en fais plein des erreurs, ça me fait chier. Là,
à l'âge que j'ai aujourd'hui, quelqu'un reprendra une de mes vidéos, je suis capable de faire la part des choses, de faire it is what it is. Mais à 20 ans, ça m'aurait complètement détruit. Fait que j'ai fait, je vais lever le gaz, puis je le fais plus. Là, j'ai vu que tu continues à faire du contenu, tu sais, encore actuellement. Est-ce que tu as encore du plaisir à le faire? C'est une bonne question. J'ai-tu du plaisir à le faire? Faut-tu que je réponde? Parce que tu le fais pour avoir une visibilité pour la business, c'est vrai. Tu le fais comme en tant que propriétaire de conditionnement physique pour amener de l'eau au moulin, dans un certain sens, rester présent. Tu le fais, j'ai vu beaucoup le YouTube, mais est-ce que les réseaux sociaux aussi sont plus animés? Beaucoup Instagram. Je te dirais que c'est vraiment là. On a YouTube un petit peu que j'essaie de pousser. Mais non, pour répondre, je blague. J'aime ça, faire ça. J'aime donner de l'information. Je trouve ça pertinent de le faire. Mais je reste dans la... Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Je me choque parce que je peux faire une capsule. Récemment, j'ai fait une capsule sur l'adiposité localisée. Fait que j'expliquais le pour, le contre, d'où est-ce que ça part, où est-ce que ça vient, ou même une capsule sur le cardiovasculaire. Mais tu sais, l'engagement est beaucoup plus petit que si je prenais une vidéo qui fait... Fait que j'aimerais tellement ça qu'il y ait autant de personnes qui, pas pour la business, mais juste pour les aider dans leur processus, qui consomment ce contenu-là, tu sais. Fait que j'aime ça, mais j'aimerais ça que ça ait une plus grande portée. Puis ce qui est dommage, c'est là l'arbre et l'écorce. En ce moment, tu le verras, Kevin, sur les réseaux sociaux, quand c'est trop normal, ça pogne pas. Fait qu'il faut que tu sois dans les extrêmes. C'est les extrêmes qui pognent. Fait que c'est juste dommage parce que je suis comme, c'est pas ça que la population a besoin d'entendre des extrêmes. Non, puis ce qui arrive, c'est que souvent, on peut provoquer de la controverse pour aller chercher des clics, mais de la controverse vient avec ces commentaires négatifs aussi derrière. Fait que pour nous, en tant que producteurs de vidéos qu'on veut faire, c'est pas ça qu'on recherche. Tu as des belles capsules informatives qui créent pas de controverse, tu fais juste donner des faits, c'est pas visionné. Fait que tu fais comme, bon, j'aurais pas des clients avec ce type de vidéo-là, même si c'est hyper pertinent. Tu crées une provocation d'un mouvement courant. J'ai fait un podcast là, sur le soleil, la vitamine D, le cancer de la peau. Ben, ça provoque. On est allé, je m'explique, quelqu'un qui écoute le podcast va comprendre super bien mes données que je présente, etc. Sauf que ça crée une controverse. Donc là, les clics se font plus aller. C'est ça qui est plate. C'est ça qui est ben, c'est plate. Parce que ça devient difficile de gérer toute cette pression-là, de tout le temps trouver ces extrêmes-là pour... Oui, puis c'est rare que la réalité, tu le sais, tout est gris, là. C'est jamais blanc ou noir. Il y a toujours la nuance. Puis la nuance, c'est difficile. Puis là, les gens vont clipper ça, vont mettre des petits bouts pour rendre ça spécial. Puis justement, j'avais fait une réponse à une vidéo de quelqu'un. Puis lui, cette personne-là a répondu. Après, a fait une vidéo-réponse. Après, a fait une autre vidéo-réponse YouTube. Là, j'étais comme, OK, là, ça finit plus, là. Fait que là, tu fais du contenu. Puis là, d'autres personnes se servent de ça. Puis là, je suis comme, OK, dans le fond, c'est pas ça que je veux, là. Dans le fond, je veux juste aider le monde. Fait que t'es mieux de créer du contenu. Exact. Tu prends peut-être l'information puis créer du contenu directement sans mettre la vidéo de la personne pour empêcher cette boucle-là infinie. Exactement. Puis une chose, j'adore les montres. Puis il y a un gars d'un endroit où est-ce que j'adore y aller. Puis à chaque fois que j'y vais, on parle un peu de montres, le propriétaire. Puis là, je dis, y a-tu beaucoup de clients aujourd'hui? Il dit non. Je dis, tu trouves pas ça plate? Il dit, Félix, ça me prend juste le bon client. Là, j'ai comme fait, Fait que tu sais, même si t'as 10 fois moins de vues sur une vidéo, t'as juste besoin d'avoir les bonnes personnes qui l'écoutent, puis ça va aussi bien aller. Fait que c'est là que j'ai comme fait un peu la paix avec la visibilité puis la popularité. Je me suis dit, you know what, puis ça revient à ta question du début, est-ce que c'est possible de faire carrière sans être un influenceur? Absolument. Moi, c'est ce que ça me fait rappeler. J'avais été approché je travaillais au Pro Gym, puis le Pro Gym offrait un peu une commandite à Rosalie Lessard, donc une influenceuse des réseaux sociaux. Puis, j'ai été son entraîneur. Donc, je me suis occupé de l'entraîner, puis on a dit, hey, on fait une vidéo, elle fait 1 mois, perte de poids, perte de masse adipeuse. On prend des mesures avant, je l'entraîne, on a fait une grosse séquence vidéo. Ça a été vu, tu vas voir sur les réseaux, là, c'est marqué 1,5 million de visionnements. Wow. Combien de clients? 0. Je suis là, c'est mentionné. Mon coach, Kevin, ici, j'ai perdu en 1 mois 8 livres de gras, recomposition corporelle. J'ai pris 4 livres de masse musculaire, puis elle détaille son processus. J'ai eu 0. Fait que je me dis, autant de visibilité de travail, c'est elle qui a tout conçu le reste. J'ai pas un mérite derrière, c'est toute son idée. Mais je me dis, c'est là que j'ai comme eu un clash en disant, hey, il y a 1,5 million qui a vu mon visage dans ce que je peux accomplir. 0. Parce que sa clientèle, c'est des femmes, des jeunes filles de 15, 16, 17, 18. C'est pas ma clientèle. Donc, ça fait que
Le visionnement, c'est bien, mais qui l'écoute? C'est qui ces gens-là qui l'ont écouté? Fait que c'est vraiment être capable de cibler, puis c'est le défi aussi. Puis même dans ta création de contenu, ça va avec toutes ces années, il doit y avoir un défi de créer du nouveau... tu sais, c'est OK, de quoi je parle aujourd'hui? C'est quoi le sujet que je vais aborder? C'est 100%. La préparation derrière. Ah ouais. Puis tu sais, c'est pas... les gens pensent que tu as juste à ouvrir un robot conversationnel, tu dis, donne-moi 10 idées, c'est pas même ça marche. Là. En tout cas, moi, c'est pas même je le fais. Je l'ai essayé. C'est pas bon, mais des fois, je suis dans la douche. Là, je me lave. Là, je suis là, je pourrais parler de ça. Fait que là, il faut que je consomme du YouTube. Là, je suis abonné à Nature, tout ça. Là, je lis. Là, j'essaie de me faire une tête. C'est un travail, là, tu dois le vivre. Oui. Je l'ai tout le temps dans la tête. Ça l'arrête jamais. Je suis tout le temps un peu en train de me dire, qu'est-ce que ça pourrait être quoi la prochaine affaire? Puis après la pandémie, j'avais entraîné énormément de monde du domaine de l'influence. Ça m'a aidé vraiment à revenir rapidement après la pandémie parce que ça m'a donné une visibilité vraiment incroyable. C'est juste que après tout ça, tu réalises que c'est vraiment transactionnel. T'sais. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as un client. Tu développes une relation avec le client, ça va bien et tout ça. Une fois que tu es plus avec le client, souvent, c'est terminé. Il y en a quelques-uns qui restent des amis. Mais souvent, avec le domaine de l'influence, tu t'attends sensiblement à voir la même chose. Tu t'attends à dire, je rencontre quelqu'un, c'est le fun, on a du plaisir, mais t'oublies des fois que c'est transactionnel vu que c'est comme un échange de services, puis ça. Puis là, ça fait qu'à un moment donné, pour une raison X, la personne se tanne, mais là, tu n'existes plus, mais tout ce que tu as créé reste en ligne. Fait que les gens te parlent de ça, puis là, tout est comme... On dirait que c'est comme figé dans le temps. C'est pour ça que puis je me suis fait plein d'amis dans le domaine de l'influence, mais, veux pas, j'ai réalisé que c'était une business aussi, et comme n'importe quel business, ben si tu vends pas un produit, ben c'est pas mal toi le produit, tu sais. Fait que j'ai réalisé avec le temps que c'était vraiment le fun de faire ça. Mais je me suis dit, j'ai plus à gagner à moi-même faire mes propres capsules, à me donner mon éducatif pour aller chercher ma bonne clientèle cible. Good. Puis parlons-en de business, parce que là, l'ouverture de ton centre de conditionnement physique a eu lieu, ça fait 1 an. 1 an et demi environ. 1 an et demi environ? Ouais. Comment tu trouves le tremplin d'entraîneur à propriétaire de gym? Ça a été... ça a coûté cher. Ça a coûté trop cher. Non, c'était vraiment intéressant. Mais nous, tu sais, on a le privilège d'avoir un modèle d'affaires bien intéressant parce que, tu sais, majoritairement... Là, en ce moment... Nous, on a un 5000 pieds carrés environ. Boucherville, tu sais? Boucherville, oui. On a un 5000 pieds carrés. J'ai voulu faire un gym couleur style un peu Japandi. On a un gros sauna finlandais, un bain froid, des beaux vestiaires, des huiles essentielles. Tu sais, c'est très fenestré. C'est magnifique. C'est vraiment beau, mais je ne pouvais pas aller chercher une immense clientèle. Puis ça, on est comme à 80$ par mois. Fait c'est quand même intéressant. Puis à Boucherville, il y a genre 15 gyms. Là. Juste dans la bâtisse où est-ce que... juste saturé. Dans la bâtisse où est-ce que je suis, tu vas trouver ça drôle. Il y a 15 locaux, dont un Econo Fitness. Dans ma bâtisse, là, moi, je suis en avant, Econo est en arrière. Parce que nous, notre business, c'est vraiment plus sur de l'accompagnement, du coaching. Une chance. Parce qu'honnêtement, moi, je suis le seul propriétaire. Je ne pourrais pas, en 2026, avoir un gym qui roule juste sur de l'abonnement. Du membership. C'est un studio d'entraînement, en vrai, avec les entraînements. Ouais. La personne ne peut pas venir au gym si elle n'est pas accompagnée? La personne peut. On a 140 membres annuels. Ils ont leur puce, 24 heures, ils peuvent rentrer et tout ça, mais nous, on s'est mis une limite. On s'est dit 170, on n'en rentre pas plus que ça parce que, tu sais, à 10 coachs, puis qui entraînent des clients, ça fait 20 personnes sur le plancher, juste là, ça monte vite. Ouais. Puis on veut garder une expérience comme premium, haut de gamme, puis les gens aiment ça. Ils se disent, j'ai l'impression que c'est mon petit gym de quartier, mais chic, tu sais, fait que les petites serviettes inclus, tout ça. Fait que les gens aiment ça, mais sans ça, oublie ça. Puis c'est ça que je trouve dommage dans le domaine du fitness. T'sais, nous autres, on est peut-être un peu plus vieux que les gens qui nous écoutent. Puis on a vécu ça, là, des gens qui avaient du cœur au ventre, qui se partaient un gym from scratch. Mais là, les grosses bannières sont arrivées. C'est tellement difficile de faire son argent. Là, c'est vraiment exact. difficile. Moi, je regarde juste dans les dernières années, là, on a les Crunch Fitness, les Anytime Fitness, même les Pro Gym sont en très gros développement. Là, pas le Pro Gym de Montréal, c'est Sherbrooke. À part, tout ce qui est Sherbrooke, c'est un autre propriétaire, mais il a le même nom parce qu'on est associé avant. Puis lui, il est en train de développer, il veut ouvrir 50 gyms dans les 10 prochaines années. Wow. Fait que c'est un énorme, il y a plein de terrains, des bâtisses qui viennent de construire, je cherche des partenaires. Fait que, je vois ça pousser. Je fais, voyons, les Econo Fitness aussi qui se sont développés énormément. Fait qu'il y a beaucoup de bannières que, là, je me dis, y a-tu vraiment plus de monde qui s'entraîne ou on fait juste diluer la clientèle actuelle dans d'autres gyms, ce qui rend les propriétaires de gym avec une décroissance au niveau de leur membership. Fait que de t'immiscer dans ce marché-là de membership, ça devient... C'est off, là, parce qu'il faut que tu te prostitues un peu. Parce que moi, quand je regarde les prix d'abonnement qui sont encore autour de 25-29$ par mois, quand j'avais 15 ans, c'est ce que je payais, un abonnement annuel. Là, on est 25 ans plus tard.
Mais c'est encore le même prix. Ben oui, mais 3 d'inflation par année, on ne sait pas. Mais c'est ça a tout mangé. Puis, tu sais, deux choses. Je parlais, là, je ne sais pas si j'ai le droit, je dois avoir le droit de dire ça, parce que c'est des chiffres. Si c'est pas vrai, je m'excuse. Mais je parlais avec quelqu'un qui avait travaillé chez Econo Fitness, dans un peu de marketing, puis tout ça. As-tu une idée combien il y a de membres chez Econo Fitness au Québec en ce moment? Tous membres confondus, toutes les succursales? Toutes les succursales. Oh, là, c'est sûr, c'est un abonnement, des fois, de deuxième gym pour les gens. On est 9 millions au Québec. Je ne sais pas, est-ce que 1 million serait trop? 500 000. 500 000, j'allais allé fort. Ouais. 500 000 personnes juste chez Econo Fitness au Québec. C'est du monde. Puis j'avais lu une étude qui disait qu'il y a entre 30 et 40 % des Québécois qui s'entraînent seulement, qui fréquentent des salles de sport. Écoute, ça fait une méchante part de marché qui vient d'être mangée. Rentre les crunchs, rentre tous ces business-là. Fait que, tu sais, le petit gym là, de quartier de Québécois, là, de Gaulois qui veut donc réussir, c'est difficile, là. C'est vraiment difficile. Fait que là, la niche, toi, tu t'es fait différemment, plus le côté studio d'entraînement, niche avec le sauna, les bains froids, etc. Ouais. Est-ce que ton inspiration est venue d'un modèle extérieur, peut-être oriental, ou c'est plus toi, ta création? Moi, j'ai vu beaucoup aux États-Unis, les espèces de petits gyms comme ça, de studio privé fonctionne quand même bien, tu sais. Fait que j'étais comme... Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que oui, on a des gens qui peuvent venir... Parce que, OK, je recommence. Un des gros problèmes avec un gym en tant que tel, c'est que la personne paye une fois ton 30 $, 40 $, il peut venir 10 fois par jour, 5 jours semaine s'il veut. Fait que ta dépréciation va vraiment vite. Tandis que si c'est un studio où est-ce que les gens viennent, il y a de l'accompagnement, il y a quelque chose d'autre gamme, ben ils vont amener d'autres personnes parce que là, ils voient des résultats. Quelqu'un qui est coaché one-on-one, en tout cas, puis je pense que tu penses comme moi, va avoir nettement plus de résultats que quelqu'un qui est tout seul, surtout quelqu'un qui débute. Exact. Fait que là, va ramener quelqu'un, mais au moins, à chaque fois que la personne vient, ben je veux dire, elle utilise un service en tant que tel. Fait que c'est beaucoup plus intéressant pour la pérennité de ton entreprise que juste quelqu'un qui rentre, qui sort 10 fois par jour s'il veut. Fait que c'est difficile à concevoir. Fait que quand j'ai vu ça aux États-Unis, ces petits studios-là qui fonctionnent, j'ai fait OK, ouais, ça m'intéresse d'aller là. Je trouve ça intéressant. Puis moi, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans un gym où est-ce que je vais? Moi, des méga structures, on dirait que ça m'étourdit. Je comprends pas trop. Puis moi, j'ai 40 ans. Je m'entraînais dans un gym pas trop loin de chez moi qui était pas très cher parce que tu sais, c'est la proximité qui fait que les gens choisissent un gym plus souvent qu'autrement. Je m'entraînais là. Puis j'ai rien contre les jeunes générations qui s'entraînent. Au contraire, je trouve ça mieux les gens qui font, c'est rendu la grosse mode, le sport, le cardio, la musculation. Sauf que c'est sûr que c'est un environnement dans lequel je me sens juste moins à ma place. Puis je me dis, crème, il y en a du monde de notre âge, là, entre 35 et 50, qui veulent s'entraîner, mais qui sont écœurés d'être à la maison, puis qui sont peut-être pas équipés comme ils voudraient, qui veulent aller à quelque part, mais qui veulent pas nécessairement s'entraîner avec des gens qui ont l'âge de leurs enfants. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Puis moi, il y a beaucoup de professionnels. Fait qu'il y a beaucoup de réseautage qui se fait, les gens se parlent, beaucoup de professionnels de la santé, beaucoup de professionnels de business. Fait que des fois, dans le sauna, puis moi, j'ai un sauna mix, fait que c'est un vestiaire homme-femme qui transige dans une seule pièce où il y a un immense sauna puis un bain froid. Fait que là, souvent, les gens sont là. Ouais, tu fais quoi? Ouais, toi, OK, t'as tel business, propriétaire du GA, toi, tu fais quoi? OK, ouais. Fait que là, il y a beaucoup de réseautage comme moi. C'est merveilleux, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça que j'ai visé. Mais là, ça fait 1 an et demi que ça existe. Oui. Il y a un plafond de clients. Oui. Comment tu anticipes? Parce que tu n'as pas encore atteint ton plafond? Non, j'ai pas atteint mon plafond, mais j'ai pas encore plafonné au niveau de mon coaching. J'ai 5 bureaux de consultants. Fait que j'ai 5 bureaux. Fait que là, en ce moment, on est rendu comme une dizaine d'entraîneurs. Fait que là c'est l'exercice des horaires. Là, fait que, pour l'accessibilité aux appareils. C'est ça. Ben, en fait, pour l'accessibilité au bureau. Au bureau, parce que, c'est exactement. Fait que là, je m'arrange à voir, OK, les heures, ci, puis ça, mais j'ai pas encore atteint mon maximum parce qu'à des heures de pointe, il va y avoir plus de gens. Mais vu que j'ai une clientèle, plus entrepreneuriale, ben, ils viennent un peu à l'heure qu'ils veulent. Hein? Fait que j'ai pas des gros rushs, genre à 5-6 heures ou à 6-7 heures le matin. Fait que en augmentant cette clientèle-là, mais encore, comme je dis tantôt, un chef-d'œuvre. Fait que moi, mon objectif, d'avoir des coachs. Si je fais plus de sous, donner plus d'argent aux entraîneurs, comme ça, j'ai pas allé en chercher d'autres. FD devient l'endroit que tu veux travailler pour ta carrière. Là, je peux monter les prix. Fait que là, ça devient un beau chef-d'œuvre, une belle place d'entraînement. Tu sais. Est-ce que dans la bâtisse, exemple, tu as un potentiel d'expansion? Ou c'est une bonne question. T'as des bonnes questions. T'es à ton affaire. À côté, c'est une physiothérapeute, mais là, je pense qu'elle a vendu à un de ses physios. Puis là, en arrière, sinon, tu parles de ça. En arrière, il y avait un local de disponible, mais c'est un consigne-action qui est arrivé là. Fait que, parce que je veux pas, ça fait 1 an et demi, puis ça roule super bien. Fait que c'est juste, moi, je vois puis tu dois le voir aussi en disant, OK, le moment où mes coachs sont pleins,
ma capacité est pleine, puis un client arrive, puis je dois dire, malheureusement, non, je ne peux pas te prendre. Et ça va être là qui va être, je pense que ça va te tourner le cœur en disant, je veux l'aider, cette personne-là, on peut pas. Il y a une logistique physique et temporelle pour les entraîneurs, ils ont du temps limité à donner. Ah ouais. Fait que ça va être un crève-cœur. Ah, t'as raison. Puis je redoute aussi ce moment-là parce que, tu sais, ça a été, là, j'ai laissé des plumes là-dedans. C'est de l'ouvrage, le t'ouvres, puis là, la compagnie, puis le ci, puis là, écoute, là, genre, ça a coûté très cher. Fait que là, je suis comme, là, t'es là, t'as pas encore remboursé ton prêt parce que nous autres, ça a été financé. Puis, un autre bien intéressant. Quand j'ai voulu aller chercher mon prêt, parce que, tu sais, j'avais pas toutes ces centaines de milliers de dollars-là, je veux dire, nous sommes que de simples entraîneurs. Fait que, tu sais, j'étais allé à la BDC, tout ça, puis, tu sais, la fille de la BDC m'a alloué un prêt, puis elle m'a dit, tu sais quoi, je t'alloue ton prêt à cause de ta visibilité, de qu'est-ce que tu as bâti déjà. Elle m'a dit, on donne plus de prêt au gym, là. J'ai dit, pardon? Elle dit, on finance plus des gyms, nous autres. Je dis, pourquoi? Ben trop risqué comme business. Je suis là. C'est quand même la Banque de développement du Canada, là. Ouais. Fait que j'étais comme, ouais. Ils en ont vu des business, là. Il doit avoir c'est sûr qu'il y a il doit avoir des exceptions, là, mais quand même, là, c'est vraiment venu d'une directrice de compte de la BDC. J'étais comme, OK, fait que c'est un milieu quand même risqué. Fait que je dis ça à beaucoup de gens parce que je rencontre beaucoup d'entraîneurs en entrevue souvent, puis je leur demande à court, moyen, long terme, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Puis écoute, honnêtement, Kevin, un entraîneur sur deux me dit, je veux mon gym. Puis, c'est comme le rêve d'enfant, là. Puis c'est vraiment chill, puis c'est vraiment normal. Mais demain matin, si on me disait, puis tu sais quoi, quand j'étais jeune, quand j'étais mon but ultime, c'était d'avoir un bureau pro gym. C'est drôle, hein? J'avais JF Boily, je sais pas si tu l'as connu. C'était un entraîneur qui était au pro gym. Puis, écoute, je te fais une longue histoire courte, là, mais sa copine, c'était la coloc de ma blonde du temps, puis je le regardais aller, là, il partait travailler, j'étais là, j'étais tellement impressionné. Fait que moi, mon but, je me rappelle encore, j'ai retrouvé, tu sais, les espèces de cahiers que tu t'écris dans 10 ans, je veux, ou dans 5 ans, je veux. Puis j'avais retrouvé quand j'avais ma première année d'université, j'avais écrit, je veux mon bureau pro gym à Montréal, ça, Hochelaga. Puis, tu sais, avec le recul, puis tout ça, j'ai bâti le gym, puis tout ça. Puis je me dis, est-ce que demain matin, je voudrais un gym? Là, je vais vraiment faire une phrase cheesy, mais j'aimerais mieux travailler pour une business comme la mienne, comme simple employé, que repartir mes affaires avec tout le stress, la visibilité qui vient avec. Puis je pense que c'est bon pour les étudiants aussi qui viennent à suivre un peu tes formations et tout ça, parce que il y a de la job, même si tu n'es pas à ton compte. Exact. Non, effectivement, il y a des business qui te prennent comme salarié. Tu n'es pas obligé d'être travailleur autonome qui vient avec tous ces risques. C'est pas facile parce que quand tu es travailleur autonome, tu dois délivrer la marchandise, on peut dire, le service maintenant, mais c'est quoi ta paye dans 2 semaines? Là, tu dois assurer. Il y a tout le temps un démarchage, il faut que tu fasses la comptabilité, il y a tellement. Le travail dans la business puis sur la business, c'est tout le temps partagé. Là, tu dois le faire. Mais en vrai, je te pose la question, est-ce que tu fais encore du personal training? Pas beaucoup. Je pense que j'ai 5 clients, des amis, tu sais, que je vois de façon sporadique, mais tu sais, là, c'est développement d'affaires. Dans la business, oui. Sur la business que ouais. Développement d'affaires, comment je peux optimiser les affaires, formation à l'interne, gestion. Je suis vraiment plus là-dedans, réseaux sociaux. Mais, tu sais, j'aime ça. J'aime le contact humain. Fait que, tu sais, je vais souvent au gym, je reste en avant, je plie des serviettes, c'est comme de l'origami, ça me détend. Puis je parle à des clients, tu sais, puis j'aime ça, puis je le faisais pas. Au début du gym, j'étais comme, non, j'ai mis le gym, moi, je vais me concentrer. Fait que j'avais un autre modèle, j'étais un peu désillusionné. Puis je me suis dit, non, là, je peux pas avoir les mains dans la pâte à pizza si je veux faire grandir la business. Mais je me suis rendu compte, tu sais quoi, une belle petite pizzeria bien roulée peut faire du beau profit, avoir un beau succès. T'es pas obligé de te partir un Salvatore de ce monde pour être heureux. Tu sais, tu peux avoir une belle pizzeria, une seule place. J'ai un resto qui s'appelle Zen Asia, pas trop loin de chez moi. Puis c'est comme un petit resto vietnamien. Puis tu sais, ils ont l'air de tout faire bien de l'argent, mais c'est familial, ça roule, c'est tout le temps point. Puis je suis sûr qu'ils sont super heureux comme ça. Fait que tu sais, faut des fois se dire que c'est correct de pas devenir de Master Blaster dans la vie, puis c'est correct de le faire comme ça aussi. Ben, ça devient avec un risque aussi. Là. Tu peux faire 10 millions, mais avoir 11 millions de dettes, ça fait que tu n'es pas plus avancé. Absolument. Le risque positif peut être présent, mais ça vient avec beaucoup d'ouvrage. T'as beau braguer ton chiffre d'affaires. Moi, je fais OK, mais c'est quoi
quoi ta marge? C'est combien il te reste à la fin de l'année? Puis pas juste financièrement, mentalement, il te reste quoi de ton énergie? Tu passes du temps avec tes enfants? Tu vas-tu en vacances? As-tu du temps de qualité? As-tu des relations significatives avec tes employés? Est-ce que c'est des gens avec qui tu as du plaisir ou tu étais le matamor de la place? Tu sais, tout ça, je pense que ça a son pesant d'or. Là. Puis justement, dans le côté création d'équipe, là, tu cherches beaucoup des valeurs humaines, en vrai, que tu vas avoir tu vas avoir des employés, mais qui font partie de ton équipe et non pas quelqu'un qui vient juste travailler chez toi. Tu sais, c'est pas un numéro, là, c'est une personne entière que tu vas respecter. Tu as quand même une philosophie de l'entreprise à lui inculquer. Comment tu fais pour garder le cap sur la philosophie? Très forte philosophie. Et ça va peut-être avoir l'air un peu spirituel ce que je dis, mais à l'interne, sur 10 entraîneurs, on a 3 Asiatiques. Et quand ils sont arrivés, c'est les gens que ça fait le plus longtemps avec qui je travaille, 2 Vietnamiens, 1 Taïwanais, puis ils m'ont vraiment aidé à comprendre des valeurs orientales, de comment ça fonctionne, les respects, les grades, puis c'est des gens hyper travaillants. Puis moi, l'une de mes plus grandes valeurs, c'est vraiment le travail. Fait que si tu travailles bien, tu t'es sérieux, puis tu prends ton travail à cœur, ben je vais toujours te faire augmenter. Fait que moi, avant d'afficher un poste à l'externe, je l'affiche toujours à l'interne. Puis c'est vraiment important qu'on ait une belle cohésion d'équipe, qu'il n'y ait pas de toxicité, puis que les gens sentent. Fait que moi, dès que je vois un petit quelque chose, là, je rencontre la personne, je dis, guys, là, ça marche pas de même, là. On n'est pas en compétition, on est tout le monde dans la même équipe, on fait des team building vraiment importants le plus souvent possible. Moi, j'essaie de prendre du temps avec eux, de jaser. Ben, pas prendre du temps de comme, là, il faut que j'aille parler à Marc-André. Non, j'ai le goût d'aller parler à Marc, je sais que parce que j'ai joué au pickleball, puis je sais qu'il joue avec sa blonde, puis ça me tente vraiment d'aller jaser avec. Fait que j'ai pu me mettre dans un rôle que j'ai une belle relation avec eux parce que j'ai essayé, tu sais, moi, j'ai pas étudié en business, là. Fait que, tu sais, on m'avait dit, faut que tu sois comme ça, faut que tu gardes une distance, mais comme, je suis pas de même, genre. Fait que, moi, je me dis tout le temps, je passe quelqu'un en entrevue, je me dis, gars ou fille, serais-tu capable de m'asseoir, prendre un café, puis juste jaser? Oui. Viens-t'en, tu sais. Bon. Je vais pas devenir ton ami, on va pas se parler, mais au moins, dans le temps qu'on est ensemble, ça va fitter. Puis dans mes entrevues, j'essaie toujours qu'ils rencontrent 2 à 3 de mes employés. Puis dans la formation, j'oblige quasiment tout le monde à participer à la formation de l'employé. Fait que comme ça fait que tout le monde donne un peu du lui, puis moi, je leur donne leur opinion. Comment tu le trouves? Comment tu la trouves? Comment ça s'est passé? Fait que rapidement, quand quelqu'un fait pas le fit, il nous dit, c'est pas vraiment mes attentes, c'est pas ça que je m'attendais. Fait qu'à la fin de ma formation, on a toujours un 3 mois de probation. Ben, à la fin de la probation, on sait vraiment si c'est un fit, puis à date, ça fonctionne bien. Fait qu'à la fin de la probation, ça leur est différent. On leur donne pour 500 ou 600 $ de linge Lululemon. On lui dit, va t'acheter ce que tu veux, nous on le fait brander, puis là on embarque dans tout le processus. Puis je me suis rendu compte que donner, ça me rend encore plus heureux que recevoir. Fait qu'on dirait le fait de donner, je suis comme, c'est que c'est hot, versus genre je donne parce que je veux recevoir. Non. Vas-y, là, et du fun, traite bien ton monde, puis comme ça va bien aller. Là, est-ce que tu sens une différence entre le FD Fitness qui loue un local versus le FD Fitness qui... Ben, en vrai, est-ce que le nom du centre d'entraînement, c'est FD Fitness? Oui, c'est le centre FD Fitness. Oui, parce que là, j'ai pu faire vraiment une place pour eux. Puis je blague avec l'Asie, mais j'ai fait un endroit juste de tatami où est-ce que les gens peuvent s'étirer. Je l'ai fait mettre encadré dans le sol. Fait que, tu sais, puis moi, je me rappelle, quand j'ouvrais le gym, je rencontrais mes employés, mes trainers. Je disais, hey, guys, vous voulez-tu des tapis qu'on met à terre ou vous voulez une section dédiée? OK. Des vestiaires, vous voulez-tu ça ou ça? Fait que je les ai écoutés, là. Puis c'est un risque parce que demain matin, l'employé ne peut être là. Mais à un moment donné, c'est pas un one-man show, là. Genre, j'ai des gens qui travaillent avec moi, ils font partie de mon équipe. Fait que je devrais les consulter pour ouvrir quelque chose. C'est pas comme... Puis je parle des fois... Exact. Puis je parle des fois à des amis, Sam puis Joe, un couple d'amis que j'adore. Puis souvent, je dis, hey, on a décidé de faire ça, on a décidé d'aller là, on a décidé... Puis là, Jonathan... il est avocat, puis il me dit, pourquoi tu dis tout le temps « on » ? Là, je suis comme, il dit, t'es taxionné, tu sais, comme c'est à toi. Je dis, ouais, mais il dit, pourquoi tu dis « on » ? Je me rendais pas compte, je sais pas, man, parce que c'est pas juste moi, man, parce que c'est... Fait que, tu sais, je m'en rends pas compte, mais j'essaie de me le rentrer dans la tête. Mais oui, c'est pas un one-man show, c'est pas moi, FD Fitness, c'est eux, là, tu sais, puis même qu'aujourd'hui, un de mes plus grands regrets, c'est d'avoir appelé FD Fitness. Puis, c'est vrai, tu aurais aimé ça trouver un nom, mais là, je me pose la question, est-ce possible de le changer? Mais l'image est tellement... Les gens ont tellement associé FD Fitness avec toutes tes dernières années de création de contenu, donc c'est comme dur de repartir une nouvelle brand, à moins que la... Des fois, j'essaie de dire que ça veut dire force et détermination. Je dis ça au monde. Force et détermination. Non, mais... Avec justement le nouveau centre, mission, vision... mettons en 3 mots, est-ce que c'est quoi les caractéristiques de ce centre-là? Ceux qui sont sur la Rive-Sud?
moi, je dis toujours aux gens que c'est l'humain avant tout. Fait que quand les gens viennent, ils ont une évaluation gratuite. Puis c'est pas un pitch de vente, là. On fait vraiment une bonne éval, on fait un FMS, on fait un body fat sur 14 plis, on te donne vraiment, ça, c'est ton blueprint. Mais c'est tellement sharp qu'après, le monde soit comme, OK, mais ouais, c'est nice, mais là, je vais pas aller voir un autre coach avec toutes ces données-là. Je vais faire avec vous autres, tu sais. Fait que, tu sais, on a un taux de closing de peut-être 50% des gens qui viennent en éval versus ce qui reste. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est qu'au moins 100% des gens qui partent sont contents. Ils sont pas comme, tu sais, que je me suis fait faire un pitch de vente. Non. Il y a vraiment une réelle valeur ajoutée. Puis moi, c'est 2 kinésiologues qui font les évaluations obligatoires. Okay. J'ai 2 kin, Megan et Kev, qui font les évals. Ben eux, je leur dis tout le temps, over-deliver. Donne-en. Puis garde, c'est ça ma mentalité. Fait que les gens vont y aller. Fait que c'est vraiment l'humain avant tout. Puis on traite le monde comme des personnes. Puis on les appelle par leur nom quand on les voit dans le gym. Puis il y a tout le temps des entraîneurs. Puis ce qui revient des membres, c'est comme, il y a tout le temps quelqu'un qui est prêt à m'aider parce qu'il aime ça être là. Puis c'est ça que je veux qu'il se transparisse de la business. T'sais. Chapeau, parce que c'est une belle business. Que je vais aller la visiter, c'est sûr et certain. Mais là, du Félix qui a commencé avec ses petites vidéos. Il y a back in the days, puis aujourd'hui, le propriétaire d'entreprise, c'est quoi la grosse différence entre les deux? Oh my God! Personnel, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Il m'en reste là, à faire, mais je pense que honnêtement, avant, c'est moi qui passais avant tout le monde dans ma vision des choses, puis maintenant, je fais passer, même si je disais le contraire tantôt que c'était important de prendre soin de soi, mais je prends soin de moi aussi, mais je pense que je fais passer plus les besoins communs avant mes besoins personnels. Fait que ça, c'est bien important. Fait qu'en ayant une business, je le fais pour mes employés et non pour moi. Fait que j'essaie de passer tout le temps en deuxième parce que si eux sont heureux par la bande, ça va me revenir. Puis l'autre chose que je dirais qui a changé, c'est les raisons pourquoi je le fais. T'sais, avant, je le faisais par désirabilité sociale, par besoin d'être donc cool, par besoin dans de la visibilité. Maintenant, je le fais réellement dans le besoin d'éduquer puis d'aider. Parce qu'il y a tellement, tu le sais, il y a tellement d'affaires qui passent sur les réseaux sociaux, TikTok University, plus capable. Fait qu'il y a tellement de désinformation. Puis je trouve ça triste. Je vois du monde qui m'écrit puis qui disent hey, mon entraîneur m'a dit d'arrêter absolument de faire tout le cardiovasculaire parce que c'est pas bon pour ma santé à cause de mon cortisol. Je suis comme, hey, ton cœur, c'est le plus important de ton corps. Genre, prends soin de toi. Là, genre, avant que quelqu'un me dise arrête d'aller marcher ou arrête d'aller jogger parce que c'est pas bon pour. C'est comme, je trouve ça juste, on s'en va pas à bonne place. Là. C'est comme, on veut juste aider le monde. Là. Puis je trouve qu'on essaie on rend les choses beaucoup trop compliquées quand ça pourrait être tellement facile. Tu sais. Et où tu te vois dans 10 ans? Sur un bateau de Parce que là, tu dis, boire du bon vin. Ouais, c'est ça. Mais parce que tu veux pas tant expansionner, comme tu dis, une bonne petite pizzeria, ça fait que c'est de trouver, de peaufiner peut-être je te donne des mots, là, mais en vrai, là, c'est de peaufiner peut-être la business que tu as pour être capable de la... Moi, dans 10 ans, j'aurais une 50aine d'années, fait que c'est un beau chef-d'œuvre. J'aimerais ça que les finissants de kin ou ceux qui sortent d'une formation comme Liv se disent où est-ce que je peux aller travailler, si ou la plus belle business, ben que puis le monde soit comme hey, toi, tu travailles chef des fitness, t'es chanceux, tu sais. Puis je pense que ça serait ça, qu'on soit reconnu comme one-stop pitch shop. Est-ce qu'il y a un deuxième centre? Peut-être, mais je suis vraiment pas là en ce moment. Puis, devenir une place de référence où que les gens veulent travailler, mais c'est comblé parce que les gens, il n'y a pas de turnover où les entraîneurs quittent et reviennent. Donc, les places sont comme limitées pour les coachs. Fait que, exact. Ça rend tellement l'expérience le fun. Pour moi, pour les autres coachs, puis pour les membres. Tu sais, tu le sens là, quand quelqu'un n'est pas content d'être à sa job, fait le ménage, puis il chiale un peu. Tu le sens là, quand tu vas dans un gym, puis tu sens les entraîneurs sont comme, ils se traînent les pieds, ça leur tente pas vraiment d'être là. Ben moi, mes entraîneurs, genre Kevin, l'autre jour, il sautait dans les airs, il avait du fun. Je dis, ça va? Ah, ça va, tu sais. Pour moi, c'est ça, c'est le fun. Puis je me mets à la place d'un client, je vois les entraîneurs qui rient, qui ont du fun, puis qui ont vraiment l'air à triper. J'ai le goût d'y retourner, tu sais. Good. Je finis toujours mes entrevues avec des petites questions. On va parler fitness, nutrition, supplémentation. Fait que je te pose des petites questions. C'est pas nécessairement des réponses très élaborées, ça peut être des réponses courtes. Meilleur exercice, construire du muscle? Un exercice? Sans trop expliquer. Ah, mon Dieu. Quel tu choisirais? Pour mon physique ou généralement pour les gens? Généralement pour les gens. Hey, c'est chiant, ça. Ouais, c'est chiant, je sais, parce que c'est pas tous les mêmes groupes musculaires. Écoute, j'irais avec une variable de squat, là, classique. Ouais. Un exercice surévalué? Un exercice surévalué. C'est dur. Le deadlift. Deadlift. Un meilleur conseil nutritionnel? Oh mon Dieu. Écoute ta faim. Essaie d'écouter vraiment ta faim au lieu de laisser les émotions ou... tu sais, si t'as un plan qui te dit mange tant, mais t'es plus capable de manger, force feed pas, là, quand un verre, quand il est plein, t'en rajoutes, ça déborde, là, tu sais.
Ouais. Le pire conseil nutritionnel que tu vois encore sur Internet? Oh, il y en a pas mal. Couper un groupe alimentaire au complet. OK. Ouais. Meilleur supplément, selon toi? Oh, vitamine D. OK. Ouais, vitamine D. Un supplément surévalué? C'est bon. Un supplément surévalué. C'est bon. Supplément surévalué. Je peux pas aller là. Créatine, je peux-tu aller là? Créatine. On peut le mettre surévalué. Effectivement, qu'il y a des bienfaits, mais c'est comme une poudre magique? Ouais, c'est ça. Ouais. Merci de me sauver. La meilleure qualité chez un entraîneur? Ah, mon Dieu, l'écoute, je pense, puis la curiosité. Je peux en dire deux. Parce que quand tu es curieux, tu vas t'intéresser à l'autre, tu vas t'intéresser à ton domaine, tu vas devenir meilleur. Ouais, être curieux, je pense. L'opposé, un plus gros défaut d'un entraîneur? Oh my God, le plus gros défaut d'un entraîneur, le manque d'écoute. Mm-hmm. Ouais. Une personne qui t'a beaucoup influencé? J'en ai tellement. Je peux pas dire une seule personne. J'allais faire mon têteux, mais tu m'as quand même influencé positivement. Quand on faisait nos magazines, je te trouvais brillant à ton affaire, de la façon dont tu t'exprimes professionnel. Ouais, tu m'as beaucoup influencé dans mon parcours. C'est très gentil. Ça fait plaisir, ça vient du cœur, je le pense. Sinon, pour tout l'aspect plus vidéo, je dirais peut-être un Steve Cook, même je ne l'ai jamais connu aux États-Unis à cause de l'idée de se filmer puis de parler de fitness quand personne t'a demandé de conseils. Puis sinon, Charles Poliquin, qu'on l'aime pas, je pense qu'il nous a... Vincent Comtois. Ouais. Vincent, beaucoup, ouais, quand on faisait nos capsules modèles au d'enfance. Québec. Ouais, Vincent. Mathieu Bouchard aussi, c'est une bonne tête. Il m'écrit... il y en a tellement, pour vrai, j'ai beaucoup de gens. Une erreur professionnelle que tu ne referais jamais? Oh my God. Une erreur professionnelle que je referais jamais. OK, j'ai une anecdote pour toi. Vas-y. Je travaillais au Mansfield, puis bon, là, je bâtissais ma carrière, puis ça, puis il y a une fille qui voulait de mes services, puis je faisais des plans d'entraînement, ça allait super bien, puis elle m'intimidait, je la trouvais je pense qu'il y avait une business, je la trouvais magnifique, belle, brillante, j'étais comme, boy, je voulais tellement lui donner le meilleur service possible, puis elle me dit, Félix, puis là, je te ramène, il y a vraiment longtemps, là, il y a genre 15 ans, là, puis elle m'avait dit, je veux faire du Pilates. Elle dit, je veux un programme de Pilates. Je savais même pas ça voulait dire quoi dans le temps du Pilates. J'étais là, OK. Mais là, je voulais tellement pas déplaire. J'étais comme, là, j'ai passé du temps à aller chercher Pilates. C'est les exercices au sol. Oui. Là, j'avais pondu un programme, puis je me rappelle, j'étais sur le turf au premier étage, derrière les cardiovasculaires. Il y avait un long turf. Puis là, j'arrivais avec mon plan, j'en shakeais quasiment. J'étais comme... Je pense que c'est bon. Puis elle dit... Faut tu le démontres, là? Elle a dit, parfait, c'est bon. Maintenant, j'aimerais ça que tu me le montres. J'étais là, c'est boire. Écoute, je me suis ridiculisé. C'est sûr qu'elle devait me trouver, j'avais genre 24 ans dans le temps. Mais bref, pas sorti de mon champ d'expertise. Fait connaître tes limites puis de référer aux besoins. Ouais. Une chose que les gens pensent savoir sur toi, mais qui est complètement fausse. Le monde pense que j'ai une estique de grosse confiance en moi, puis je suis inébranlable, pantoute. Je me fais confiance parce que je me dis, regarde, moi, j'ai jamais eu de safety net dans ma vie. Fait que je me plante, j'ai pas maman, papa qui est là pour m'aider. J'ai frappé le mur une couple de fois, mais je me fais confiance. Je me dis, it's do or die, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui a l'air d'avoir de la confiance, mais j'ai pas une grande... Je suis en train de la bâtir, tu sais. Je me fais confiance, je me dis, où ça marche, où tu te plantes, puis regarde, tu te planteras, puis tu perdras tout, tu sais. Quand j'ai voulu ouvrir mon gym, bon, j'avais une discussion avec ma mère, puis elle était comme, OK, mais ça marche pas. Genre, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, elle s'appelle Jocelyne, je dis, OK, mais Jocelyne, qu'est-ce que je fasse? Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Genre, j'ai 38 ans, est-ce que je fasse d'autre? Que j'aille dans un bureau? Je dis, je vais l'essayer, je me plante, je ferai d'autres choses. Je sais que j'irai chez Rona, je ferai n'importe quoi d'autre. Je penserai à une compagnie de gazon, je sais pas, mais je dis, j'ai pas le choix, je me plante, je perdrai tout, mais regarde, ça fera partie de mon histoire, tu sais. Fait quoi? Et une chose dont tu es particulièrement fier? Oh, chose que je suis particulièrement fier, je pense que c'est de faire vivre des gens, là. Genre signer des chèques de paie, c'est quand même cool, là. Puis les gens te racontent tes voyages, leurs voyages, racontent leurs vacances. Tu sais que c'est grâce à leur talent qui sont chez toi, mais tu as l'impression de faire un peu partie de ça, de leur vie, de leur succès. Fait quoi, ça, je suis fier de ça. Très cool, très sharp.
Si tu avais un conseil à donner à un jeune entraîneur, exemple, qui nous écoute puis qui veut réussir dans cette industrie du fitness, ce serait quoi? Ça serait... Ah oui, j'en ai un bon. Ça serait, prends ton téléphone cellulaire, dépose-le, éduque-toi, lis, prends des formations, puis quelques mois / quelques années plus tard, là, prends ton téléphone puis commence à donner du contenu, mais fais-les pas à l'envers, parce que c'est comme faire une maison. Si tu fais pas des bonnes fondations puis c'est bâti, ça va pogner au vent puis tu vas perdre ta maison. Fait que commence par la base, deviens solide, prends confiance en tes capacités, aide des gens, vis-le à la old school, puis après, prends le téléphone, fais du contenu. Tu vas être meilleur, tu vas être plus sharp, tu vas savoir de quoi tu parles, fais-les pas à l'envers. Le fame, l'argent, ça remplacera jamais un beau processus. Puis la réalité, c'est que nous, on vient d'un monde puis d'une génération où est-ce que les choses prenaient du temps. Ouais. Fait qu'on on appréciait beaucoup, mais maintenant, tout est tellement rapide qu'on a l'impression que si on ne l'a pas vite, on n'est pas bon. Non, ça prend du temps. T'en as des années à vivre. Puis avec tout l'avancement de la science, on risque de vivre encore plus longtemps. Fait que take your time, enjoy the process, puis fais confiance à la vie. Ouais. Très bon conseil. Si on veut te suivre, est-ce que c'est FD Fitness, c'est une chose, puis le centre, c'est une chose? Tout est ensemble? Ouais. Les réseaux sociaux, c'est un réseau social. FD Fitness, consultant, moi, Félix Instagram. Degg, puis ouais. Facebook, TikTok, site web. Ouais, tapez mon nom, puis vous allez trouver la place. Merci. Un gros merci, Félix. Merci à toi. Très apprécié de notre rencontre. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur YouTube, Spotify, Balado. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci.